OK. Non, vous pouvez rester assis. Moi, je vais juste faire quelques mots en ouverture. Alors, je déclare officiellement cette table ronde net positif ouverte. Un peu informelle, hein? On reprend les activités en personne, là, bien content. Je faisais le commentaire tantôt, là, ceux qui acceptent de sortir de leurs pantoufles et non seulement venir au bureau, mais voilà, assister à des événements en personne. Je pense que, puis j'en profite pour remercier tout de suite les panélistes que je vais présenter ensuite. C'est la journée net positif. C'est la troisième de 3 activités qu'on vous a préparées aujourd'hui. Une table ronde après la visite de ce matin, la conférence de ce midi, qui était une conférence interne par nos 2 collègues Loïc Angot et Éric Pelletier sur comment vendre des projets verts avec nos clients, si je puis dire. Oui, puis en fait, je me suis coupé la parole moi-même, mais ceux qui ont le plaisir d'être dans l'Agora au Phoenix, n'hésitez pas, je pense, là, pendant l'événement, pendant la table ronde, vous pouvez vous lever, aller vous chercher un verre, aller vous chercher une bouchée, il n'y a pas de stress. Je pense que c'est l'intention ce soir un peu de faire un événement convivial, net positif, évidemment. Donc, quelques mots avant la table ronde, comme voilà, j'ai le plaisir de vous accueillir puis prendre quelques minutes. On a mis beaucoup de pression sur les panélistes pour garder leur présentation courte au début, mais je veux quand même vous mettre en contexte un peu, surtout ceux qui sont de l'externe, sur c'est quoi ça, le net positif. Puis là, je vais faire des cues à mon homonyme Hugo d'avancer les diapos derrière. Donc, c'est notre approche, on dit notre approche distinctive en développement durable, en stratégie durable. Donc, en matière de santé, d'environnement et de carbone, nous saisissons toutes les opportunités de générer des retombées positives tant pour les clients que les usagers et la collectivité. Alors, notre programmation d'événements net positif touche actuellement, en fait, forcément, une de ces 3 priorités-là, une de ces 3 sphères-là. Aujourd'hui, on est plus dans l'axe environnement, mais même je serais curieux d'avoir l'opinion des panélistes, voir s'ils voient des liens avec soit la santé ou les changements climatiques, sait-on. Alors, net positif ensuite. C'est aussi, on travaille fort pour arriver à cette date-là, pour préparer notre rapport net positif. Hugo. Le thème cette année, mobilisation, action, résultat. Alors, après accélérer la transition de l'an dernier, on pesait pas sur le gaz, mais sur la pédale électrique. Là, de plus en plus, dans le fond, on se rapproche des résultats. Donc, on essaie de poser des actions conséquentes. Là, il commence à être temps de montrer des résultats. On ne veut pas que ce soit juste des belles paroles. Donc, résultats, présenter des résultats. Donc, dans le rapport cette année, de plus en plus de résultats sur la santé, sur l'environnement, sur le carbone, sur les initiatives de l'OME, net positif, avec un volet équité, diversité, inclusion qui va prendre de plus en plus de place, puis des nouveautés comme ça, de plus en plus de place pour différents membres de l'équipe, différents responsables. Donc, ensuite, Hugo, deux pages en primeur ce soir. Donc, le rapport va être lancé seulement la semaine prochaine. Mais juste pour vous montrer un peu ce sur quoi on travaille. Donc, il y a une procédure net positif. Donc, dans les projets chez LEME, on évalue grosso modo une 50aine de critères selon les 3 priorités santé, environnement, carbone.
Et cette année, donc, 62 projets ont été évalués. Donc, l'année dernière, on avait une cinquantaine de projets. On s'était donné l'objectif d'en réviser 60 cette année. On l'a légèrement dépassé à 62. Donc, dans le rapport, on trouvera un peu plus de données sur comment les projets performent en santé, en environnement carbone, encore une fois, avec quelques faits saillants, une brochette de projets qu'on présente avec un peu plus de détails. Vous allez trouver ça. Ensuite, notre bilan carbone, alors comment il se répartit, donc portée 1, portée 2, portée 3, les pourcentages. On suit notre plan de transition énergétique sur nos bâtiments, donc on essaie de réduire le gaz naturel, aussi réduire la consommation d'électricité. On rentre dans le scope 3, donc les déplacements. Puis l'idée, c'est de compenser, d'acheter des crédits carbone. Donc non seulement on réduit, après ça, on compense nos impacts en achetant des crédits. C'est ce qu'on divulgue ici dans le rapport, donc vraiment, si vous voulez, dans le volet résultats. Alors, c'était tout pour ce petit scoop sur le rapport net positif à sortir. Maintenant, j'ai l'honneur de présenter nos panélistes d'aujourd'hui. Quelques mots, je vais me permettre d'escamoter un peu vos présentations. Alors, je vais les prendre dans l'ordre. Isabelle. Alors, Isabelle, ici à ma droite, directrice du développement, Société pour la nature et les parcs, section Québec, SNAP Québec. Détentrice d'une maîtrise en sciences de l'environnement, Isabelle travaille pour la SNAP Québec depuis 2019, notamment responsable du Fonds des municipalités pour la biodiversité. Membre du conseil municipal de Saint-Bruno de 2013 à 2011. Alors, oui, 2021, c'est mon erreur. C'est écrit la bonne chose. Alexandre Baudouin, conseiller en biodiversité. Alors, vous voyez le fil. Pour l'unité de développement durable de l'Université de Montréal, candidat au doctorat à l'École d'urbanisme et architecture du paysage et de la Faculté d'aménagement de l'UDM. Naturaliste pendant une dizaine d'années, actuellement conseiller en biodiversité donc à l'UDM. Très impliqué dans différents organismes environnementaux. Voilà, je pense que c'est dans les experts un peu qu'on voulait inviter aujourd'hui pour en apprendre un peu plus. Émile Forêt, coordonnateur général et jardinier à Nouveaux Voisins, formé en architecture, urbanisme et sociologie des paysages. Il travaille entre 2015 et 2020 pour l'Enclume, atelier de développement territorial. Rejoint ensuite la firme Dark Matter Labs, où il pilote différents projets en gouvernance publique, réglementation urbanistique et finances environnementales. En 2019, il cofonde l'organisme Nouveaux Voisins, qui vise à transformer, imaginer, planter, promouvoir des paysages riches en biodiversité. Merci d'être là. Et finalement, et non la moindre, Ariane Malo-Sauvé, donc conceptrice en architecture du paysage chez Lemay. Après plusieurs années à porter le chapeau de naturaliste dans les parcs nature de la ville, elle poursuit sa formation académique en architecture du paysage, ce qui lui permettra de réinvestir ses connaissances dans l'écologie urbaine, dans le domaine de l'aménagement. Dorénavant, entre la science du vivant et le design urbain, elle milite en faveur d'un meilleur accès aux espaces verts et d'une plus grande place pour la biodiversité dans nos quartiers. Merci d'être là. Alors, non, ce n'est pas un débat dans le cadre des élections provinciales. Sinon, je pense que tout le monde serait du même parti. Peut-être qu'on va fonder un nouveau parti ce soir. En tout cas, on ne sait jamais où ça peut nous mener. Alors, ensuite, quelques mots. Je parlais de la posture du modérateur. Donc, je me permets quelques mots. J'ai vu les présentations des panélistes. Je me suis dit, c'est des experts, ils vont nous dire toutes sortes de choses. Moi, je vais faire un pas en arrière. Tu sais. Puis même, je ne me suis pas présenté. Dans le fond, Hugo Lafrance, associé stratégie durable chez Lemay. Complément d'information, background en biologie. Puis j'ai comme l'impression que 20 ans plus tard, je comprends pourquoi j'ai étudié en biologie. C'est pour animer le panel de ce soir sur la biodiversité.
Donc, pas trop dire de niaiseries devant nos experts invités. Donc, quelques mots. Pourquoi? Pourquoi la biodiversité? Je ne sais pas si en voyant l'invitation, vous vous êtes dit « Ah, c'est drôle, tu sais, le mien pas nous parler d'architecture durable ou je ne sais pas, un thème plus convenu peut-être. » Mais en brainstormant, en préparant l'événement, en fait, c'est un fil récurrent. On voyait beaucoup d'actualités sur la biodiversité. Peut-être avez-vous vu que la conférence des parties sur la biodiversité n'aura pas lieu en Chine finalement. Elle s'en vient à Montréal à la fin de l'automne. C'est un bel événement. Peut-être qu'on pourrait comme se réchauffer, se mettre dans le bain. Puis en fait, il y a toutes sortes d'articles. Puis les mots qui sont là, ce n'est pas les miens. En fait, la nature n'est pas qu'une source de profit. C'est le titre d'un article de la presse il y a quelques jours, en fait, qui commentait un autre rapport sur la biodiversité qui s'effondre. La biodiversité, parent pauvre des plateformes électorales. Donc, un autre article de Radio-Canada dans les derniers jours sur lesquels je serais curieux d'avoir aussi peut-être un élément ou deux de réponse de nos panélistes. Puis, je pense que c'est juste le début du commencement. On a parlé des changements climatiques, on a notre axe carbone, mais dans l'axe environnement, il y a vraiment, je pense, en gros néon, il faut afficher le mot biodiversité. C'est si on a commencé à apprendre des choses sur la résilience climatique, la lutte au changement climatique, l'adaptation au changement climatique, il faut commencer à penser à avoir un peu le même type de réflexe, je pense, sur la biodiversité. Il faut un peu s'éduquer sur la chose. Fait que ce soir, c'est un peu, si vous ne savez pas grand-chose de la biodiversité, le but aujourd'hui, c'est d'en apprendre un peu ensemble puis d'en parler ensemble. Fait que, là, on va en discuter. À la fin, on a un bon 15 minutes de temps pour vous. Si vous avez des questions, préparez vos questions. Je vous tends la perche tout de suite. Puis nos panélistes pourront y répondre. Ensuite, là, je vais l'accélérer, c'est moi qui parle trop. Après, pourquoi, Hugo? Donc, c'est quoi la biodiversité ensuite? Puis on a la chance, en fait, à Montréal, ça reste méconnu d'avoir le secrétariat mondial de la biodiversité. Ici, j'ai juste fait une capture d'écran, en fait, de la Convention sur la diversité biologique qui date de 1992. L'image est volontairement floue en 1992, donc c'est comme un vieux scan d'un document dactylographié. C'est le document initial avec les parties contractantes, dans le fond, qui sont conscientes de la valeur intrinsèque de la biodiversité, de la valeur de la diversité, ces éléments constitutifs sur les plans environnemental, génétique, social, économique, scientifique, éducatif, culturel, récréatif et esthétique. Boum! À suivre. IPBES, c'est un des acronymes que vous pouvez apprendre ce soir. Vous avez tous pas mal appris probablement c'est quoi le GIEC. Ça, c'est un autre des organismes avec lesquels il faut probablement devenir plus familier. Puis je ne m'en souviendrai pas au complet, mais c'est un panel, plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les écosystèmes. Services écosystémiques. C'est pour ça qu'on les a invités. Merci. Dernière diapo. Oui, c'est ça. Donc, GIEC, IPBES. Aménagement et biodiversité 101. En fait, personne n'en avait trop parlé, puis ils ont plein de diapos avec des images. Moi, j'ai dit, je vais rajouter un peu de texte pour que ça ait l'air sérieux. En fait, je veux dire, chez Lemay, donc, on fait ce qu'on fait. On essaie de bien le faire. Du design, de l'aménagement. Il y a forcément un lien fort entre l'aménagement et la biodiversité. On aura l'occasion d'en parler plus. Donc, une incidence directe de nos actions, des gestes qu'on pose en aménagement. Puis, pour moi, c'est ça, ça touche un peu, c'est pas juste du design, il y a quasiment une composante politique à ce sujet-là. Pour moi, c'est comme le développement territorial, un aspect de l'urbanisme, du design urbain, de la planification urbaine, de l'intervention sur la ville. Puis,
Oui, il y a de la politique en arrière de ça, puis il y a de l'aménagement, forcément. Donc, assez parlé. Isabelle, je te passe la parole. Allô? Oui, 1, 2, 1, 2, ça marche. OK. Oui, ben, en fait, je n'avais pas l'intention de me lever, mais je ne connais pas ma présentation par cœur, fait qu'il va falloir que je regarde mes. Puis peut-être ça va être mieux aussi pour plus facile pour parler. Bonjour tout le monde, merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir parler de biodiversité. Probablement un public qui connaît moins ça qu'un autre public. Alors, rapidement, je vous présente la SNAP, c'est une organisation sans but lucratif. C'est la division québécoise de la Canadian Park and Wilderness Society, que certains d'entre vous connaissez peut-être, CIPAS. Alors, c'est un organisme donc sans but lucratif. On base nos recommandations sur la science. On fonctionne en mode solution et nous sommes en terre publique essentiellement pour créer des aires protégées. Notre mission, c'est la protection de la biodiversité. Ça fait un lien avec l'aménagement du territoire. C'est un lien très direct. La seule façon qu'on va arriver à sauver la biodiversité, c'est en protégeant l'habitat des espèces qui forment la grande trame de biodiversité de la Terre. Tu faisais aussi un lien avec, peut-être qu'on aura l'occasion d'en revenir, le lien avec la santé. J'aimerais ça que ça revienne plus tard dans nos conversations parce qu'il y a un lien très clair avec la santé humaine, mais je ne veux pas vous amener là aujourd'hui. Je voulais juste vous amener sur les grandes orientations mondiales par rapport à la protection de la biodiversité. Il y a des experts scientifiques qui se penchent sur l'effondrement de la biodiversité au même titre que les experts scientifiques se penchent sur les changements climatiques depuis des années. On a tiré la sonnette d'alarme sur les changements climatiques. Je pense que les gens commencent à comprendre qu'est-ce qui se passe. L'effondrement de la biodiversité, c'est aussi grave que les changements climatiques, sauf qu'on n'a pas encore compris la teneur et la portée de l'effondrement de la biodiversité sur l'humanité au complet. Ça va finir par percoler grâce à des organisations comme l'IPBES, qui sont des experts scientifiques qui expliquent les rapports entre l'humanité et l'importance de protéger la biodiversité. Donc, moi, je pense que c'est le prochain défi, là, ça va être de sensibiliser les populations à l'importance de protéger la biodiversité. Les trois crises sont reliées ensemble, effondrement de la biodiversité, changement climatique, les inégalités sociales. Il faut s'attaquer à ces trois grands enjeux globaux-là de front. Des fois, les gens ils ont de la misère à comprendre les liens entre les trois, là, mais je peux vous donner un exemple très, très clair au niveau des inégalités. Un de mes essais, en fait, mon sujet d'essai de maîtrise portait sur, peu importe, c'était l'extraction des métaux, tout ça. J'avais une étude de cas au Congo où j'étudiais l'impact de l'extraction de certains métaux dans les mines sur les populations environnantes et elles allaient creuser n'importe où dans l'habitat du gorille des montagnes, qui est une espèce en voie d'extinction. Les chasseurs chassaient, les mineurs chassaient les gorilles pour se nourrir. Ces gens-là avaient faim. C'était la seule façon pour eux de survivre. Donc, pour nous qui sommes à l'extérieur, on trouvait ça complètement inexplicable que des gens se nourrissent d'espèces qui étaient en voie d'extinction, mais pour eux, c'était la seule façon de survivre, c'était de se nourrir. Alors oui, ils chassaient le gorille qui était pourtant en voie d'extinction. Il y a des liens très clairs, il faut vraiment combattre les inégalités sociales si on veut y arriver aussi. Il faut être en cohérence avec les engagements climatiques qui ont été pris à Paris. Et là, je vous amène au concept de nature positive, qui est un nouveau concept qui émerge, dont vous allez entendre parler de plus en plus, et qui, essentiellement, là, émerge du fait qu'on a fait un grand constat. On s'était fixé des cibles avec des objectifs d'Aichi, que peut-être mes collègues connaissent, qui étaient des objectifs internationaux pour protéger la biodiversité. C'est un échec total. On a fait le constat en 2020 et là, les grands experts ont dit, bon, on a un échec, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on rehausse l'ambition. Et en fait, ils ont décidé d'avoir une cible plus claire, comme le 1,5 degré Celsius. Tout le monde peut se référer au 1,5 degré. C'est assez facile. Alors, on s'est dit, il nous faut une cible aussi pour la biodiversité pour que ça soit facile de communiquer sur ça. Prochaine. Alors, voilà, c'est ça la nature positive dont vous allez entendre parler de plus en plus.
Les cibles sont les suivantes. En fait, à partir de 2020, il faut arrêter de détruire la nature. Et d'ici 2030, il faut la réhabiliter. Donc, la nature soit visiblement et mesurablement sur la voie du rétablissement. Puis d'ici 2050, il faut avoir rétabli les écosystèmes. Alors là, on n'est même plus dans la protection. Il faut restaurer les écosystèmes qu'on a détruits. Hein? Fait qu'on rétropédale. En tout cas, pour moi, c'est encore pire qu'on pensait. Prochaine diapo. Je voulais juste vous parler des choses à la SNAP qu'on fait en lien avec ces grands objectifs-là. Bien sûr, on est partie prenante de l'organisation de la COP 15. C'est un événement qui est important. Pour nous, ça va nous permettre aussi d'organiser un sommet des municipalités pour la biodiversité qui va avoir lieu probablement en février 2023 et qui va nous permettre de proposer aux villes des outils pour descendre les grandes recommandations de la COP, là, parce que ça va être très, très difficile de prendre toutes ces recommandations-là mondiales qui sont macro et de les descendre à l'échelle des municipalités pour qu'elles puissent dire voici comment je peux mettre ces actions-là, ces pistes d'action-là en place. Alors, on a un sommet qui s'organise. On fait toujours des représentations pour l'atteinte des cibles auprès des décideurs gouvernementaux. La cible sur laquelle on travaille, c'est de protéger 22 du territoire d'ici 2022. Ensuite, on ne l'a pas atteint. 2025, 25 du territoire. 2030, 30 du territoire. 2050, 50 du territoire. Il faut protéger 50 de la terre si on veut cesser l'effondrement de la biodiversité. Indicateur pour le milieu de la finance, toutes les parties de la société civile doivent s'impliquer, doivent être partie prenante de ces efforts-là, notamment le milieu de la finance. La SNAP, on travaille avec le milieu de la finance pour bâtir des indicateurs pour mesurer l'impact des projets de développement sur la biodiversité québécoise. Autour de la table, on a des financiers qui sont là, qui se penchent avec nous sur la mise en place d'indicateurs. Puis, je voulais juste vous laisser sur une note d'espoir. Oui, il y a de l'espoir quand même. Hein? Fait que la réponse, c'est est-ce que c'est une utopie? Non, ce n'est pas une utopie, mais ce n'est pas suffisant en fait pour contrer la crise. Il y a un grand réseau de parcs nationaux urbains qui est en création. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y a une première aire protégée de type paysage humanisé à l'île Bizarre. C'est une autre sorte d'aire protégée, autre qu'un parc. Mais bon, ça s'appelle un paysage humanisé. Le Grand Parc de l'Ouest, qui est un projet qui a été mis en place par l'administration de Valérie Plante. Alors ça, c'est des signes positifs qu'il y a un engagement des municipalités. Bon, le nouvel engagement municipal, je ne sais pas si vous avez lu les manchettes, mais Stéphane Boyer, là, le nouveau maire de Laval, il a créé plein de réserves naturelles. Il protège les berges de l'île. C'est vraiment, pour nous, on voit ça comme un signe très, très positif. Et la CMM aussi, qui a adopté des règlements de contrôle intérimaire pour protéger des espèces en péril, comme la rainette de Faugrillon. C'est un premier pas législatif là, pour permettre aux municipalités d'agir pour protéger le territoire et les espèces. Voilà. J'ai-tu dépassé mon temps? On est relax. Merci. C'est comme un pitch. Passer le bâton de parole à Émile. Émile. À toi. Merci beaucoup. Moi aussi, je vais avoir besoin d'un lien visuel. Merci de me recevoir aujourd'hui. Ça fait longtemps que je n'ai pas tenu un micro dans mes mains, un vrai micro. La dernière fois, c'était quand je criais dans des shows de punk. Les micros étaient un petit peu plus poqués à l'époque. Bonjour, je m'appelle Émile Forêt. Je suis coordonnateur général, cofondateur jardinier à Nouveau Voisin, comme Hugo l'a présenté tout à l'heure. Avant de sauter de pieds joints dans l'utopie, je voulais... Nous, on est une organisation en démarrage depuis quelques années, mais je voulais partager avec vous finalement certains constats ou certains trucs qui nous guident dans notre pratique actuelle qui est en émergence. Fait que c'est vraiment une espèce de réflexion ouverte là, avec vous aujourd'hui. Donc, ça brûle. Je pense qu'on a déjà eu une super bonne introduction d'Isabelle. Puis tantôt, j'ai bien aimé quand Isabelle a dit il y a des cibles, il y a des problématiques qui sont immenses. Puis là, il faut les faire atterrir dans nos milieux puis dans nos vies. Il faut construire des échelles pour descendre ces trucs-là. Puis on dirait qu'avec ma présentation, ça fit bien. Je pense que je descends un palier d'échelle. Puis c'est un peu aussi l'objectif avec Nouveau Voisin. Mais oui, effectivement, donc, nous, un des constats qui est flagrant, c'est que les changements climatiques sont de plus en plus visibles, sont même visibles d'une façon expérientielle. Il y a des places sur la planète où on les sent, où ça affecte nos vies, ça affecte clairement, en fond, les impacts affectent nos façons de consommer, d'habiter, etc. Et pour ce qui est de la biodiversité, c'est un peu plus
silencieux finalement. La biodiversité va se présenter de plein de façons à nous dans des articles avec une peuplade de statistiques. Mais ça devient très difficile, à part quand ils vont nous parler, bon, le monarque, par exemple, cet été, bon, on va reconnaître une espèce avec qui on a une certaine empathie par sa beauté, mais sinon, ça devient très difficile de développer une connexion qui porte vers l'action. Mais il y a par contre, je pense, tout le monde ici, un chiffre qu'on devrait tous avoir en tête quand on travaille en aménagement, en design, et c'est ma prochaine slide. C'est le fait qu'entre 65 et 2010, bon, c'est les données de la CMM, fait qu'on n'a pas les dates exactes, là, mais on a perdu 50% des infrastructures naturelles de la CMM. Il y a une étude qui est sortie cet hiver qui disait qu'en 2050, ça continue comme ça. Donc, le rythme d'urbanisation, c'est près de 36% des milieux naturels existants dans la CMM qui pourraient disparaître. Et là, on revient finalement aux indicateurs qu'on vient de parler avec Isabelle, où on n'est même pas capable d'atteindre même 17% finalement de protégés. Puis sur l'île de Montréal, il n'en reste même pas, peut-être vous allez me corriger, mais je pense 10% ou 9%? 10%. On est un peu dans le pétrin, mais on peut rester quand même à l'autre. Ça, c'est pas banal, je pense, comme image, parce qu'on a tous ici une responsabilité par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on est dans des emplois qui sont finalement, que nos modèles d'affaires sont basés sur le succès de la deuxième image. Après ça, on a une responsabilité, je pense, éthique à se poser en tant qu'entreprise. Et ça me mène à ma troisième slide. C'est ça. Fait que nous, dans le fond, à Nouveaux Voisins, devant ces constats-là qui sont comme un peu accablants, très accablants, je pense qu'une des premières façons d'aborder le problème de façon humble en tant que jardinier, architecte paysagiste, c'était beaucoup à travers l'éthique du jardin, à travers notre rapport très intime qu'on a à la cour. On a d'abord parlé justement de l'aberration du gazon qui peuple tous nos aménagements en Amérique du Nord. Mais plus loin que ça, finalement, c'est que l'éthique, comme vous le savez tous, une ligne de la philosophie qui s'intéresse à la morale, donc au bien et au mal. Je pense qu'il y a de façon individuelle une nécessité de re-questionner ce qu'on considère qui est un aménagement qui est bien ou mal. On devrait être capable finalement d'être plus critique par rapport à ce qu'on fait, puis pas voir finalement nos aménagements comme quelque chose qui, par leur nature, par leur habitude, sont finalement inoffensifs. Il y a des jardins qui sont très offensifs, même s'ils sont banals, surtout s'ils sont banals. Et cette éthique-là, je pense, au niveau de l'intime, peut nous aider à construire ou à descendre cette échelle-là au niveau des indicateurs à l'échelle individuelle. Donc, par exemple, justement, protéger 50% de la terre. C'est un scientifique célèbre qui est décédé justement en 2022, M. Wilson, qui avait proposé ça il y a plusieurs années. Mais même au niveau des savoirs autochtones, ce qu'on appelle la récolte honorable, c'est justement de ne jamais prendre plus que la moitié de ce qu'on trouve. Fait que pourquoi notre rapport à la cour individuelle ou la cour intime ne serait pas la même? C'est-à-dire, prenons 50% pour l'humain, mets-le, déroule-le ton turf, puis 50% qui serait pour la biodiversité ou autre. Donc, la question de l'éthique aussi, puis moi, je ne vais jamais mettre assez l'emphase là-dessus, c'est que ça paraît des fois un peu ésotérique de l'aborder de cette façon-là, mais au contraire, la structure législative occidentale est basée sur des moments éthiques sur lesquels on s'est positionné. D'une éthique qui est individuelle, qui peut après ça aller voter comme dans les prochains mois, c'est aussi une éthique qui peut arriver à des chiffres qui sont ensuite instaurés dans nos modes législatifs, dans nos règlements municipaux, dans nos façons dans notre fiscalité finalement pour supporter nos projets, ou en tout cas du moins s'assurer qu'ils représentent notre envie que ce soit différent. Parce que pour le moment, notre éthique, même pour ceux qui aiment les non-humains, ça ressemble beaucoup à ça. C'est-à-dire, là ici on a deux serpents qui voient un humain dans leur cour, puis le réflexe, c'est de le tuer tout de suite, mais quand même de le prendre en photo et de le mettre sur Facebook, souvent dans un groupe de biologistes, ou on est sûrement toutes les quatre sur plein de groupes comme ça, donc comme « Hey, j'ai trouvé ça », mais là, il dit « je m'excuse, les enfants n'étaient pas loin, fait que j'ai pas pris de chance, je l'ai tué ». Mais on a ce rapport-là quand même avec les autres espèces, fait que ça, c'est évidemment une caricature, mais c'est pour dire que ça, c'est ancré très fortement en nous. Et c'est ça, je pense qu'il faut le débloquer pour ensuite arriver avec des changements qui sont plus fondateurs. Dernière slide. On était censé avoir 3 slides, mais bon, je pense que finalement, on est tous là pour répondre à vos questions. Mais nous, devant ça, devant cette question, encore une fois, très intime, très éthique pour descendre l'échelle des grands indicateurs, ce qui est un peu notre passion à Nouveaux Voisins. Je pense qu'il y a peut-être il y a un verbe qui revient souvent dans nos trucs, puis un concept, c'est-à-dire le verbe, c'est restaurer. Je pense que pour nous, il y a une nécessité de restaurer les écosystèmes qui sont en place. Restaurer, peut-être pas au sens de la restauration écologique pure et dure, où on revient à quelque chose de parfait parce que nos environnements sont
dramatiquement transformés, mais il faut apprendre de ces mécanismes-là pour les réintégrer dans des pratiques comme l'architecture du paysage, comme le design urbain. Et cette restauration-là, pour revenir à la question de l'éthique, c'est restaurer, oui, des écosystèmes, mais c'est surtout restaurer des relations. C'est restaurer des relations qui font que, justement, on n'aura pas le réflexe de tuer une espèce puis de la poster pour être capable, parce qu'elle est belle ou parce qu'elle est affreuse ou parce qu'elle nous fait peur. Donc, il y a ces deux volets-là que je pense qu'il ne faut jamais oublier dans le rapport, dans cette nouvelle diversité qui allie finalement humain et non humain. Et finalement, puis ça, je pense que vous avez tous, j'en en prendrai sûrement énormément de tout le monde qui est ici, c'est le volet expérimental de tout ça. Nous, on fait des projets concrets. Aujourd'hui, j'ai charrié de la pierre toute la journée, mais on fait aussi des projets de recherche dans lesquels on s'est rencontrés il y a bientôt, il n'y a pas longtemps. Puis ce qu'on parlait beaucoup par rapport à la biodiversité, c'est que tout le volet éducation, tout le volet savoir est à développer. Puis il faut le mettre en place, il faut le tester. Puis je voulais finir avec cette image-là en lien avec l'expérimentation parce que dans nos milieux, s'il y a bien comme un concept paysagiste qui est vraiment à la mode, puis justement, quand tu regardes les différents plans qui sortent, c'est beaucoup autour de le fameux pré-fleuri, puis comment ça peut être une alternative, je dirais, facile et acceptée socialement ou esthétiquement par rapport à finalement un gazon qui est un peu plate. Mais souvent, les pré-fleuris qu'on va juste mettre de l'avant au Québec, ça va être des pré-fleuris qui viennent beaucoup de l'Ouest canadien parce que les grands architectes paysagistes sont beaucoup plus inspirés de l'Ouest américain et l'Ouest canadien pour faire les grands projets que vous connaissez tous. Mais ça, c'est une prairie humide du Québec où il y a une foule d'espèces finalement qu'on voit peut-être pour les eupatoires, mais qu'on voit très peu souvent dans les aménagements, notamment au niveau des graminées, notamment au niveau des arbustes. C'est une prairie qui est complexe, qui a des strates végétales qui sont bien différentes de ce qu'on promouvoit dans nos projets actuellement. Puis je pense que c'est ça, il faut aller prendre des marches dans le bois pour s'inspirer de ces photos-là, beaucoup plus que des projets qui ont déjà dilué des prairies qui sont juste à côté de chez nous, mais pas chez nous. Merci beaucoup. Merci. Ça marche toujours, oui. Restauration, c'est un bon terme justement pour faire le lien aussi. 2021-2030, c'est la décennie de la restauration selon la Convention de la diversité biologique. On est en plein dedans. Donc, c'est le moment d'en parler. Ce que je voulais amener aussi, dans le fond, comme élément, beaucoup de théorie peut-être, là, mais j'ai souvent dit que j'étais le biologiste qui s'invitait dans le monde de l'aménagement. Maintenant, c'est un peu moins où j'officialise le tout, disons, parce que je rentre au doctorat en aménagement. Puis ce qui m'intéresse, c'est même pas de l'aménagement en tant que tel, c'est les perceptions que les gens ont de ces aménagements-là qu'on réalise. Moi, je me bats pour réaliser des projets comme ce qu'Émile présentait juste avant. Et je reçois des plaintes, on m'appelle pour me dire, tu sais, la ville, c'est pour les hostas, bien rangés en ligne et tout ça. Puis j'ai besoin de revoir un peu cette perception-là parce qu'au final, on a la connaissance aujourd'hui, on sait ce qui ne va pas bien, on sait qu'est-ce qu'on devrait faire, puis on n'arrive pas à les mettre en place. Fait que moi, je pense que une des clés, c'est l'humain qui se trouve là-dedans. Ici, le diapo, c'est un peu pour relativiser un peu ce qu'on est capable de faire, en fait, parce que oui, on va vouloir, je vais présenter un peu la connectivité écologique, mais ce qu'on voit là en ce moment avec la ligne noire, c'est le domaine vital où est-ce qu'on retrouve en fait l'érable à sucre, puis projection jusqu'en 2100 en gris pâle, où est-ce qu'on devrait retrouver l'érable à sucre si on se fiait au climat, vraiment juste aux paramètres de degré jour. Ça fait une bonne migration pour des espèces végétales. Il faut penser que l'arbre doit lancer ses semences, pousser, devenir mature et ensuite refaire ses semences. On voit que c'est un 45 km à 70 km par décennie, presque impossible à atteindre. Il y a des gens qui se sont mis à investir là-dedans pour la migration assistée, pour reprendre ces végétaux-là en avion et aller les mettre un peu plus au nord. Mais il y a quelque chose d'illogique dans tout ça parce que c'est pas vrai qu'à Coudjouac, on va se développer une érablière en 2100. Le sol n'est pas adapté pour ça. On n'est pas capable de faire vivre ces milieux-là là-bas. Donc, c'est juste une projection. Puis souvent, quand on prend juste la donnée de même, on se dit, bon, ben, ça se réchauffe, puis ça monte. Je vais me prendre tout de suite une terre dans le nord. Mais c'est pas ça la stratégie, en fait. C'est pour montrer qu'il y a un déséquilibre. Les espèces ne vont pas migrer à la même vitesse non plus. Puis toute cette dynamique-là qui existe, on va la perdre au fur et à mesure. Ça, c'est la partie justement un peu floue qu'on disait tantôt avec Isabelle. On ne le sait pas trop en fait, qu'est-ce qui s'en vient. C'est peut-être plus grave, c'est probablement plus grave que ce qu'on réussit à communiquer en ce moment. Bon, alarmiste un peu au début, je vais essayer d'aller dans les solutions. Mais quand on pense à la migration, j'ai nommé quelques barrières, l'autoroute, les bâtiments, la minéralisation, qui est probablement mon pire ennemi, mon cheval de bataille, la déminéralisation, les îlots de chaleur et l'humain et ses activités, tout ça vient justement créer des espèces de blocages pour que la biodiversité puisse migrer vers le nord. Next. Là, ici, on voit un peu la même séquence qu'Émile présentait en bas avec l'étalement urbain. Et je vais aller rapidement ici parce qu'on l'a quand même bien couvert. Il y a plusieurs impacts, en fait, plusieurs conséquences qu'on peut vivre avec notre développement, avec nos activités, dont le déclin de la biodiversité. Je vais peut-être aller un peu plus vite là-dessus, mais
Ce que j'aime bien, moi, c'est le déficit nature. J'aime ça de l'aborder parce que c'est ce qui m'intéresse. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans comme naturaliste, vulgarisateur scientifique. Même si je ne le fais plus aujourd'hui, j'ai quand même bâti des camps en biodiversité, des camps en développement durable. Puis pour moi, ça se passe beaucoup avec les enfants. Puis c'est ma motivation à moi, travailler en ville, en biodiversité urbaine, parce qu'il y a beaucoup d'humains là. Et c'est là qu'on peut changer de mentalité. Les enfants peuvent être en meilleur contact avec la nature, développer leur éthique environnementale, être plus sensibles à ces enjeux-là, créer une nouvelle génération. Fait il y a tout cet élément-là. Et aussi, de plus en plus présent, là, je donne un cours à la maîtrise en biodiversité et les gens dans la classe sont là à cause de l'éco-anxiété, principalement. Ils sont un peu stressés par rapport aux enjeux. Avec le climat, la perte de biodiversité, on voit que ça va mal, mais on sent qu'on est un petit peu démunis. En fait, qu'est-ce que je dois faire pour agir? Est-ce que je me croise les bras et j'attends juste qu'on frappe le mur ou je suis capable de faire quelque chose? C'est vraiment une préoccupation que les gens ont, qui se ressent de plus en plus. Je vais placer un mot, c'est pas grave, on va passer. Syndémie, c'est bon. Dans le fond, on en parlera de la syndémie après. Connectivité des habitats, image simple. On voit des ronds qui représentent un peu des populations de différentes espèces qui sont toutes interconnectées entre elles. Une année, il y a un cataclysme, une catastrophe, il y a une sécheresse dans un des ronds. Bien, probablement que si les liens sont bien établis, le rond va pouvoir s'agrandir à nouveau, puis on va avoir une population qui va se redévelopper par la suite. L'exemple que moi j'aime beaucoup citer, c'est les renards sur le Mont-Royal, qui étaient pratiquement tous disparus et que maintenant la population est en train de se rétablir tranquillement grâce probablement à de la connectivité qui se met tranquillement en place, mais qui n'est vraiment pas idéale à Montréal. Donc, si on fait disparaître les liens qui unissent en fait ces différentes populations-là, bien, le jour où le petit rond qui est tout seul, qui n'est pas connecté à rien du tout, va vivre une conséquence quelconque par rapport au climat ou autres perturbations liées à l'homme, par exemple, bien, cette population-là risque de ne pas se rétablir par la suite et on va perdre le rond par après. Une image pour voir un peu pourquoi je m'intéresse autant à la connectivité écologique. Ce que c'est la connectivité écologique, bon, on peut imaginer à grande échelle, peut-être à l'échelle d'Isabelle, par exemple, où est-ce qu'on va viser et miser sur vraiment des corridors continus, comme on voit en bas, où est-ce qu'on a deux massifs, des noyaux primaires d'importance, et on veut les connecter entre eux autres avec un corridor forestier, un corridor faunique. Quand on est en trame urbaine, c'est un peu plus compliqué de remplir des carrés d'eau pour faire une rivière ou de faire passer des immenses forêts comme ça en contexte urbain. Fait qu'on va y aller un petit peu plus vers la technique des pas japonais, travailler sur des pages de biodiversité avec des distances raisonnables pour une espèce, du moins pour l'espèce qu'on vise, pour lui permettre de se déplacer. On revient sur Mont-Renard qui se déplace du Mont-Royal ou ailleurs au Parc de l'Ouest. Encore une fois, l'image. Je suis sûr que vos yeux saignent à cause de la pixelisation. Vous êtes tous dans. Moi, ça ne me dérange pas tant que ça, là, mais je suis sûr que vous êtes vraiment piqués sur les pixels. Fait que dans le fond, ce qu'on voit, c'est la CMN. Puis ce que je veux proposer ou projeter, en fait, c'est la suite. C'est à peu près ça que j'essaie de vendre comme projet, en fait. C'est-à-dire, c'est le fun d'avoir nos milieux verts, mais il faut qu'ils soient interconnectés entre eux. Il faut vendre ces projets-là. Il faut essayer de les présenter, utiliser les infrastructures grises qui sont en place et transformer, les orienter pour en faire des infrastructures naturelles. On a perdu beaucoup, on est peut-être capable de reconnecter au moins le minimum pour favoriser au moins une migration d'espèces ou une interconnexion de ces espèces-là. En plus de tout ça, bien, ça fait rêver, on peut garder cette image-là, ça fait rêver, non, je dirais, on peut aller à la séquence, ouais, Corridor écologique d'Arlington. Ça, c'est un des projets que je porte pour l'Université de Montréal, dans le fond. Au-delà d'être un lien vert, c'est tout un lien, c'est de la socio-écologie, c'est les humains, les gens qui sont alentours, qui s'approprient le projet, ça devient leur projet, leur corridor. D'autres institutions qui s'impliquent, un des CIUS qui est présent sur le site commence à s'investir sur le projet parce qu'ils se sont dit il y a un lien à faire entre la santé et la nature, on veut être un bon joueur. Donc, en ce moment, ce qui m'intéresse beaucoup, le projet est dessiné, il est fait, ça fait 8 ans que je travaille là-dessus, il n'y a pas l'air de ça du tout en ce moment. C'est des petits pas japonais. Mais il y a beaucoup d'humains qui en parlent, les gens commencent à le connaître, puis pour moi, c'est là la clé. Puis à partir du moment où je vais avoir une masse critique de gens qui le portent, le projet, c'est là qu'on va accepter un peu de perdre notre case de stationnement ou de revoir notre gazon devant la maison. Je le faisais le lien entre la santé et la biodiversité, mais là, le temps file. Là. Grosso modo, c'est un livre le fun. Normalement, je pensais avoir mon livre avec moi, là, mais on m'a dépouillé de mon sac à dos. Dans le fond, c'est des médecins qui sont venus publier un livre sur l'impact, dans le fond, des changements climatiques et de la santé. On est un peu loin de la biodiversité, quoique. Et eux, ce qu'ils mentionnent, c'est que si on ne fait rien et on laisse les choses aller, en fait, on va faire exploser notre système de santé parce qu'il y a plein de nouveaux problèmes qui vont ressurgir. Entre autres, ce qu'on peut voir dans la section du milieu. C'est les zoonoses, par exemple. Si on ne contrôle rien et on laisse les choses aller, bien justement, il y a beaucoup de maladies qui vont se déplacer avec les espèces, avec les animaux. Si on ne contrôle pas, si on ne voit pas ce qui se passe. Mais vous pourrez venir m'emprunter le livre tantôt après
la présentation après le panel, si vous voulez jeter un œil. Là. Moi, je trouve que c'est super intéressant que des médecins commencent à se mouiller et à se plonger dans cette thématique-là, parce qu'on a besoin de ce point de vue-là, de lier la santé, parce que ça nous parle directement, puis ça nous interpelle davantage que si on se dit juste, bon, on perd les papillons. Ça nous touche peut-être un petit peu moins. Et finalement, je finis avec deux petites images. En fait, s'il y en a qui sont dans les aménagements paysagers, vous connaissez sûrement le nerf-prun cathartique. Moi, j'ai un employé qui travaille 2 jours semaine depuis les 6 derniers étés, en fait, qui fait juste couper du nerf-prun dans les boisés du Montréal, du terrain de l'Université de Montréal. C'est une grosse job. J'ai mis ça parce que quand on choisit des espèces indigènes, ce que j'entends dans les rencontres souvent, c'est bon, mais une fois qu'on a mis des indigènes, c'est fantastique. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'entretien. Puis là, moi, c'est là que mes oreilles saignent, en fait. Parce que ça fait vraiment peur d'entendre ça, parce que ce n'est pas le cas. Si on laisse les choses aller, puis qu'on laisse vraiment, on n'a pas une vigie, un contrôle sur un projet, on ne peut pas juste vendre un projet comme une image, une photo, puis dire c'est ça, je l'ai réalisé et c'est fini. Ça doit venir avec un suivi, avec un entretien, avec beaucoup d'intervention et d'investissement par la suite. Donc, le nerf-prun, c'est un problème parce qu'on en a partout. Ça recouvre une grande partie de la montagne du Mont-Royal. Beaucoup d'espaces urbains, beaucoup de friches à Montréal. Puis pour l'image catastrophe, ça ici, vous voyez une seule espèce d'un seul coup. Fait que c'est pour vous montrer un peu quand on laisse les choses aller puis qu'on ne fait rien du tout. Ce n'est pas chez nous, c'est en forêt tropicale. Sauf que c'est une espèce qui est arrivée dans un milieu qui n'était pas le sien, qui n'a pas trouvé de compétition, qui ne se fait pas brouter par des espèces, puis finalement, qui profite de la situation et qui vient recouvrir un espace au complet. On s'entend qu'au niveau de la biodiversité, l'introduction d'espèces exotiques envahissantes, c'est quelque chose de vraiment important. On doit avoir un œil là-dessus aussi. Portrait rapide de... Merci. Puis, ils rendent ma tâche difficile, c'est impossible de les arrêter. J'espère que vous avez vous appréciez à date. Ariane, à toi. Je vais faire de mon mieux pour faire 5 minutes. Bonjour, je m'appelle Ariane Manlou-Sauvé, je suis conceptrice en architecture de paysage ici chez Lemay et accessoirement porte-parole des Éco-anxieux du Québec. Enchantée. On peut commencer. Petit aménagement que j'ai vu cette semaine au Point de Laurier, je me suis dit que j'allais l'intégrer parce que ça bourdonnait tellement il y avait des pollinisateurs, malgré que ce n'est pas seulement des espèces indigènes. Comme une bonne ancienne naturaliste que je suis, je me suis arrêtée, j'ai pris 92 photos de pollinisateurs parce que le pouvoir d'une simple petite saillie m'a complètement séduite. Et c'est sur ça que je voulais commencer la présentation. Mais pour vous parler un peu de mon profil, il faut commencer au commencement. Et c'est à l'insectarium alors que j'avais 4 ans. J'ai tenu un papillon dans ma main et ma vie a changé. Tout ça pour dire que le contact nature de quelqu'un, d'un individu, ça peut changer sa trajectoire et ça va surtout changer sa sensibilité paysagère. À partir de là, j'ai évidemment été abonnée à l'insectarium et un peu plus tard, peut-être 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, j'ai fait ma première action militante en termes de conservation des espèces. Vous me voyez ici avec 13 couleuvres rayées dans ma main, fièrement secourue de mon premier contact avec l'étalement urbain. Je vous mets en contexte, c'est pas compliqué. Derrière, chez ma grand-mère, il y avait un champ. J'ai grandi dans ce champ-là et le champ allait être démoli, rasé par un développement immobilier d'affreux bungalows en série. J'ai cru bon de capturer le plus de couleuvres rayées possible et de les déplacer. Maintenant que j'ai un peu plus d'expérience, je sais que ce n'était pas la bonne chose à faire parce que je les ai introduites ailleurs, mais il y avait déjà des couleuvres rayées. Fait que c'est pas si pire. En fait, j'ai fait un brassage génétique, ce qui est super bon. On peut changer. Tout ça, cette passion-là pour le vivant, pour les bestioles, ça m'a amené à faire une technique en bioécologie. C'est là que j'ai pu saisir en fait la richesse de tout ce qui est indigène en termes de flore et de faune au Québec. On a une très, très belle richesse biologique et écologique, tellement que j'ai voulu en parler avec tout le monde, puis je suis tombée dans l'éducation relative à l'environnement et j'ai eu la très grande chance de travailler dans les parcs nature de Montréal, qui sont des hotspots de biodiversité exceptionnels. Mais comme dit Alexandre, encore faut-il qu'ils soient connectés. Les parcs nature sont vraiment déconnectés du reste de notre environnement. Ils sont aussi très difficiles d'accès pour le public qui n'a pas de voiture. On peut passer. Oh non, elle revient un peu, Hugo. J'ai une super anecdote. La photo en bas à droite, vous voyez un BioBlitz. En fait, un BioBlitz, c'est un inventaire biologique avec des gens qui ne sont pas des scientifiques. C'est une super occasion de faire du contact nature et de la science citoyenne. C'est à l'occasion d'un BioBlitz sur le Mont-Royal, il y a 10 ans, que j'ai rencontré Alexandre. C'est tout. On peut passer. Tada!
Eh bien, en fait, être naturaliste en ville, ça veut aussi dire s'intéresser à tout ce qui pousse dans la ville. J'ai développé vraiment un grand intérêt pour toute la biodiversité ordinaire, qui est un concept qu'on ne voit pas très souvent en écologie. C'est assez marginal comme approche, mais ça s'intéresse à tout ce qui est spontané, pas nécessairement indigène. Il y a beaucoup de plantes introduites qui composent la biodiversité spontanée et ordinaire. Puis en anglais, il y a un concept qui s'appelle le sidewalk ecology que je vous invite à investiguer si ça vous intéresse. C'est très intéressant. Ça nous permet un peu de mieux comprendre c'est quoi l'écosystème urbain. Aussi, dans mes temps libres, je fais beaucoup de guérilla gardening. Donc, je déroule la turf, comme on a dit tantôt, pour faire des potagers et des saillies plantées de fleurs, idéalement pour aider les pollinisateurs. Puis, vous voyez une super belle aubergine qui a poussé dans la terre argileuse d'Untic-Cartierville et elle était délicieuse. Ce qui m'amène à vous parler un petit peu plus de ma pratique et pas juste de mon parcours. Là. Ma pratique, elle est évidemment influencée par tout mon background de techniques en bioécologie et d'éducation relative à l'environnement, ce qui fait que j'ai développé un œil différent par rapport à ma sensibilité paysagère puis à ce qui compose pour moi un bon aménagement ou en tout cas un aménagement qui est dit utile. Ce qui m'amène à vous parler de l'esthétique verte parce que c'est un concept en philo qui est très pertinent quand on s'intéresse à qu'est-ce qui soutient la biodiversité. On n'est plus nécessairement dans la définition d'un jardin tel qu'on le conçoit de façon esthétique, on est plutôt dans sa fonction ou dans le rôle qu'il va jouer. C'est super confrontant là, pour la plupart des gens parce qu'un jardin qui va répondre à l'esthétique verte et qui va soutenir la biodiversité peut être un jardin très laid pour la plupart des gens. Comme tu en as mentionné tantôt, ça peut choquer les gens. Puis le monde aime ça, les hostas, que voulez-vous? Je vais rebondir rapidement sur ces deux concepts-là qui, je pense, pourraient générer de la discussion tout à l'heure. Les micro-forêts urbaines commencent à être de plus en plus populaires. Puis je suis super fière de dire que dans mon arrondissement, Rosemont-Petite-Patrie, on a maintenant 4 micro-forêts qui sont issues d'un concept de plantation très restreint spatialement, mais très dense et très diversifié. Puis ce concept-là, il est notamment apparu grâce au budget de participation. Fait que ce n'est pas seulement les experts qui se sont positionnés pour dire « il nous faut ça dans nos espaces verts, il faut soutenir la biodiversité ». C'est venu des citoyens et citoyennes, puis ça, je pense que c'est une excellente nouvelle pour nous parce que ça veut dire que ça a percolé jusqu'aux citoyens qui veulent aussi participer à l'effort puis à la ville résiliente. Puis juste en bas, un concept qui est un petit peu moins connu, je pense, au Québec, mais qui mérite mention, c'est l'écologie de la réconciliation et ça implique de reproduire certaines composantes de l'environnement d'origine dans un milieu qui a été investi par les humains. Fait qu'avant d'avoir nos villes et nos banlieues, il y avait par exemple une érablière à bouleau jaune, mais quelles sont les composantes qu'on peut retirer de ça pour les réimplanter? Et ce concept porte le nom d'écologie de la réconciliation. Et finalement, deux projets que vous connaissez super bien, mais qui méritaient une mention quand même aujourd'hui, la Highline, qui est 100% artificielle, mais qui s'inspire beaucoup de la structure naturelle d'une prairie fleurie. Évidemment, prairie fleurie attire beaucoup de sympathie, mais ça reste quand même un aménagement qui n'est pas standard en termes de ce qu'on pourrait qualifier de jardin, mais qui pourtant attire les foules. Puis ça aussi, je pense que c'est une super bonne nouvelle. Ça veut dire que les gens se déplacent pour voir ça, puis sont capables de l'apprécier pour ce que ça représente. Un peu comme le jardin que vous voyez à droite, qui est un jardin dans lequel il n'y a pas d'intervention, il est emmuré et ça répond super bien au principe du jardin en mouvement. C'est-à-dire un jardin dans lequel on ne peut pas être interventionniste et qu'on va laisser évoluer par la force des choses et par la nature. Et ça pose un petit peu le paysage comme un objet de réflexion et pas juste comme un objet de décoration. Voilà, je vous laisse avec une petite citation un petit peu cheesy. Merci. Merci. Ceux qui sont derrière, vous pouvez vous approcher. Ceux qui sont devant, vous pouvez aller vous chercher un verre. On transitionne vers la prochaine phase, discussion, table ronde. Voulez-vous quelque chose à boire? Qu'est-ce que tu veux? Ouais, quelques mots. Vous pensez toujours à vos questions, hein? Est-ce que vous les auriez arrêté de parler? Moi, j'étais incapable de les arrêter de parler. Oui, je pense que vous avez toutes pris plus que 5 minutes. Moi, j'appelle ça de l'anarchie.
Puis je pense qu'on a besoin d'anarchie aussi. Mais anarchie très structurée, moi j'aime beaucoup ça. Des points de vue différents. Je pense que on voit aussi, je pense que ça répond à juste quelques réflexions. Là. Je pense que si on ne veut pas répéter les problèmes qu'on a générés, il faut changer l'angle qu'on a de voir les choses parfois. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on essaye de faire. J'espère que vous êtes un peu là-dedans, même dans les panélistes. Moi, ma première question, c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'un des autres panélistes a présenté qui vous brûle ou vous avez le goût de rebondir? Il y a plein de choses, dans le fond. Sinon, moi, je vous pars sur autre chose. Vas-y. Allô? Alexandre. C'est quelque chose qu'on n'a pas dit. Les BES, c'était quoi déjà les lettres? C'est quoi IP, BES, IP, BE? Souvenez-vous? Il y avait biodiversité et... On l'a dit en même temps. Hein? Les services écosystémiques, on n'en a pas vraiment parlé dans nos 4 présentations. Pourtant, moi, c'est un des filons les plus importants, je pense, à mettre de l'avant, en fait, pour interpeller les gens. Moi, j'aime beaucoup le socio-éco, les humains qui font partie de l'écosystème. Puis, ça parle aux gens, je pense. L'idée, en fait, des services écosystémiques, c'est de se trouver quelque part entre le monde du scientifique, un peu dans sa tour d'ivoire, puis de se reconnecter un peu plus avec une approche humaine, puis d'essayer de trouver le vocabulaire. Qu'est-ce qui fait qu'on va apprécier les fleurs qui sont plantées par un nouveau voisin à la place d'un gazon? Ben, c'est peut-être le fait de supporter une population d'insectes qui va nous offrir le service de pollinisation, ou qu'en période de pointe de chaleur, on a un effet de climatisation, ou qu'en période de surverse, de pluie abondante comme on a eu hier, on a la capacité d'absorber cette eau-là. C'est vraiment des services, donc d'un point de vue un peu du génie, de l'ingénierie, on pourrait dire. La nature vient nous rendre ces services-là. Puis il y a tout un vocabulaire à tricoter, en fait, autour des projets avec les services écosystémiques. Je trouve qu'on ne l'a tous pas nommé, en fait. C'est très important. Excellent point. La nature nous rend service. Là, dans le fond, c'était une des citations d'articles. La nature n'est pas qu'une source de profit. On réalise trop peu à quel point la nature... puis c'est facile de penser à des caricatures. Là, mettre un port méthanier à l'embouchure du Saguenay, ça on génère des jobs, mais l'impact est patent. Donc, mais c'est ça, plus proche de nous. Ben, Émile, je te laisse. J'allais rebondir un peu là-dessus parce que je pense que c'est un très bon point, Alexandre, que tu fais. Puis je serais curieux même d'entendre la foule ici sur la question des services écosystémiques parce que c'est quelque chose qui est quand même de plus en plus populaire. Puis moi, la seule, peut-être, je partage tout ce qu'Alexandre vient de dire, mais la seule, je rajouterais comme un appel à la vigilance par rapport à ça, parce que comme tout service qu'on consomme, il y a comme présentement une tendance qui est assez lourde de venir l'internaliser dans des mécanismes fiscaux. Puis toute la question de la finance environnementale s'articule autour de ces services-là. Puis je pense que c'est ça, je pense que nous, en tant que professionnels, sûrement que vous faites déjà pitcher les patentes de même. Moi, j'ai travaillé dans ce genre de projet-là qui agglomère des services écosystémiques pour venir financer des projets dans des nouvelles formes d'investissement de capitaux. Puis pour moi, là, il y a un grand potentiel, mais il ne faut pas, comme toute machine aussi gourmande que le capitalisme, je pense qu'il faut être vigilant sur qu'est-ce qui peut devenir un service qui est monnayable et qu'est-ce qui ne devrait pas finalement l'être. Voilà, je pense juste un appel à la vigilance par rapport à ça, mais je pense qu'effectivement, la vision du service dans son niveau le plus pur, tout à fait est très utile à comprendre notre rôle et les échanges qu'on a. Ça reste un peu anecdotique, mais autant je trouve ça dommage justement qu'on l'internalise dans des calculs financiers et des grilles Excel, puis qu'on n'y voit pas nécessairement une richesse pure et simple en termes de biodiversité, mais ça a quand même c'est quand même un outil intéressant, je pense, pour convaincre les gens qui redoutent ce type d'aménagement-là dans leur milieu. Je pense notamment à une petite municipalité, je pense que c'est Drummondville, mais je pourrais me tromper, où tous les terre-pleins ont été gérés en gestion différenciée. Donc, on a arrêté de les tondre, on les coupait peut-être 2 fois par été, ce qui fait que ça montait à peu près à 50 cm et il y a eu levée de bouclier. Quand on a dit ça sauvait combien en coût d'entretien, la plupart des gens ont changé de fusil d'épaule. Ce qui fait que, bon, c'est un peu dommage comme constat, mais le constat reste que les gens ils ont vu un avantage à faire ça. Puis peut-être, on l'espère, ça va changer leur perspective de cet aménagement-là. Sauf que ça prendrait plus, d'après moi, qu'un argument financier. Mais bon, ça reste je voudrais un ballon là, positif.
on est autosuffisant. Non, c'est pas vrai. J'allais juste dire, peut-être qu'il y a une petite différence aussi sur. Puis c'est un très bon point, mais entre. Je pense que ça, c'est super puissant, c'est-à-dire comment dans les approches qu'on a présentées aujourd'hui, on peut sauver de l'argent. Je pense que celle où il faut être plus vigilant, c'est celle qui nous disent qu'il faut investir dans certaines formes de nature. Puis je pense que les expériences, par exemple, de plantation d'arbres massives dans des écosystèmes qui n'étaient pas forestiers, mais par exemple des écosystèmes de prairies, parce que c'est associé à des crédits carbone que nous, on consomme. C'est là que je pense que, mais dans la. Mais oui, il y a un exercice comptable qui est super intéressant sur tout ce qu'on a présenté, comment ça peut faire sauver une ville ou à d'autres institutions. Oui, moi, la job de modérateur, hein, c'est quand on n'a pas besoin d'intervenir. Bon. Là, je vais peut-être jeter un pavé dans la mare, mais tant qu'à parler de services écosystémiques dans les villes et des saillies, des nous, là, vous avez vu, moi, je suis abonnée à plein de fils Twitter, là, puis là, il y a plein de monde hier qui ont mis des vidéos de nous végétales qui captaient les eaux de pluie, puis bon, apparemment, ça fonctionne. Ça, c'est un fait, ça fonctionne. Mais je veux juste vous ramener un petit peu à l'échelle des municipalités où moi, j'ai été dans une position où on devait prendre des décisions budgétaires sur l'installation de saillies. La première chose qu'on nous dit, c'est « ça coûte cher ». Pourquoi? Parce que les travaux publics, il faut qu'ils entretiennent les saillies après. Il y a une grande incompréhension d'une part des services publics sur. En fait, c'est nouveau pour eux. Il faut qu'ils enlèvent ça à chaque 10 ans, qu'ils nettoient les filtres, machin, qu'ils entretiennent les plantes. Ça leur fait super peur. Donc, il faut que les villes soient prêtes à mettre de l'argent, non seulement pour former les cols bleus, mais aussi pour leur parler de ces nouvelles techniques-là. Par ailleurs, on n'a pas de chiffres comparatifs pour prendre les décisions sur les coûts qu'on sauve à installer des saillies. Il y a des coûts qu'on sauve en termes de traitement des eaux, en termes de gestion des inondations, en termes d'impact, mais on ne les a pas, ces chiffres-là. Fait comme élus, on n'était pas capable de prendre la décision pour démontrer, bien oui, ça va coûter plus X, Y, Z en travaux publics, en entretien. Par contre, voici les impacts positifs. En tout cas, c'est clair à dire. D'où l'intérêt d'intégrer la communauté, l'éducation relative à l'environnement, développer des ateliers, excusez-moi, pour justement autonomiser les gens. Les saillies de trottoir, un bel exemple, on parlait d'arrondissement tantôt, Côte-des-Neiges cette année, ils ont lancé un programme pour adopter ces saillies de trottoir. C'est une façon un peu de se débarrasser du coût associé à l'entretien, mais en même temps d'intégrer la communauté puis de se dire, bon, bien, essayez des affaires. Puis c'est sûr qu'il y a une petite vigie à faire. Hein. Vous vous rappelez mon kudzu, là, la plante qui était partout. Il faut quand même garder un œil dessus puis s'assurer que c'est bien fait. Mais c'est une idée, en fait, d'autonomiser les gens puis d'avoir un petit sentiment d'empowerment. Puis au début, je ne sais pas trop comment m'occuper de mon jardin. Finalement, il est très joli, puis il y a des abeilles dedans. Puis après ça, les gens commencent à découvrir les abeilles qui sont dedans. C'est un monde. C'est vraiment un monde merveilleux à découvrir. Vous en avez parlé un peu, mais justement, comment on peut vendre ça, mieux vendre là, la biodiversité? C'est un peu votre dada. Là. Dans le fond, moi, je suis puis là, il y a mentionné quelques réactions peut-être à l'esthétique que peut-être les gens associent, mais c'est quoi les bons côtés là, qu'on peut mettre de l'avant ensemble? Je disais quelque chose. Moi, je suis biologiste, puis j'ai pas les aptitudes que vous avez avec la capacité à rendre des images si belles, en fait. Là. Puis c'est... ouais. Non, mais en plus, cette carte-là est énormément belle. Puis elle a été réalisée par une architecte paysagiste qui travaillait avec moi durant ce temps-là. Puis c'est grâce au visuel, grâce au fait qu'on a su faire rêver. Le projet du corridor écologique d'Arlington n'a pas l'air de ça encore 8 ans plus tard. Mais cette image-là, elle existe, puis ça fait ça ouvre une porte, ça entame le dialogue. Les gens peuvent se dire, je veux participer à quelque chose comme ça. C'est là que je pense que j'étais vraiment heureux de venir en me disant, je vais pouvoir dire cette phrase-là. Puis vous avez le pouvoir de faire rêver avec des super belles images que moi, j'ai dans ma tête, puis j'ai des espèces, des éléments à contribuer, mais je n'arrive pas à le rendre de la même façon. Puis on a besoin, j'ai une autre image que je n'ai pas utilisée, que j'appelle mon image à 1 million, là, où est-ce que ça a l'air tellement vert, Montréal, quand tu regardes ça, parce que c'est pas ça du tout. On a mis les bâtiments un peu plus estompés, on a fait ressortir en surbrillance les espaces verts, on les a connectés. Ça a l'air fabuleux. Puis je pense qu'on a besoin d'un peu de vendre ce rêve-là pour que les gens ouvrent la porte et commencent à en parler. Bon point, merci. En fait, moi, je dirais qu'il faut mieux communiquer, il faut prendre notre place pour parler de biodiversité aussi dans les villes. De façon anecdotique, là, à Saint-Bruno, on avait fait une consultation publique pour présenter un nouvel aménagement de rue à des citoyens. Il y avait des nous qui étaient supposés d'être intégrés sur la rue, tout ça. Et il y a des citoyens qui se sont opposés.
parce que pour eux, ça changeait le regard qu'ils avaient sur la rue. Ils ne voulaient pas avoir d'affichage parce qu'évidemment, ça vient avec une petite pancarte parce que ça déborde dans la voie publique. Fait qu'il faut mettre une petite pancarte pour que les travaux publics puissent déneiger correctement, etc. Et là, alors, ils ont refusé les projets de nous. On ne leur a pas imposé parce qu'on aurait dû leur expliquer les bénéfices de ça. C'est pour ça que je dis qu'on doit prendre notre place aussi. S'il y avait eu vraiment des bons communicateurs autour de l'impact positif, je suis à peu près certaine que les gens auraient dit très bien, allez-y, mais ça a été mal communiqué. Alors, on a simplement présenté des plans, c'est des ingénieurs qui ont dit on va mettre ça comme ça, puis ça va être ça. Fait que, clairement, on avait tracé la voie pour qu'on ait un refus de la part des citoyens, mais moi, je pense qu'il faut qu'on prenne notre place, il faut qu'on communique mieux. Moi, j'allais dire un des trucs pour vaincre la réticence, c'est d'arriver après tout le travail d'Isabelle et d'Alexandre, sûrement, parce que nous, ça fait pas longtemps qu'on existe, puis je la vois de moins en moins, cette réticence-là. Mais tu sais, je partage tous les points, là. Puis encore une fois, je serais super curieux de vous entendre là-dessus, mais moi, je suis assez fasciné à quel point, justement, j'ai l'impression que la question de la biodiversité est en émergence présentement. Puis que tout ce qu'on vient de discuter aujourd'hui, je pense que, Alexandre, quand tu l'as bien mentionné, je pense que les prochains enjeux qu'on a, ça va être sur la question de l'entretien, ça va être la question sur tout j'ai supply en tête, mais en bon français, c'est l'approvisionnement finalement des plantes, tout le modèle qui supporte nos aménagements. Je pense que là, il y a un nœud qu'on a à défaire collectivement. Mais je trouve ça fascinant comment cette notion-là a percolé un peu partout, même si on la définit très peu souvent, finalement. Fait que pour convaincre les gens, bien, ça revient un peu à ce que j'ai dit, puis je ne vais pas trop prendre de temps là-dessus, mais pour nous, je pense que je reviens avec la question de l'éthique, mais c'est beaucoup autour de l'éthique et de l'empathie. Je pense qu'il y a comme quelque chose là qui est à gratter, qui est je dirais, sur lequel on peut tabler dans les aménagements qui sont très, très, très intimes et privés, comme les aménagements qui sont collectifs. Puis après ça, bien, je pense qu'il faut déjà, dès le début du projet, je pense que j'ai bien aimé aussi, Alexandre, quand tu as dit qu'un aménagement, ce n'est pas une image qu'on vend, qu'il faut qu'elle soit stable, puis qu'on crée des emplois dans la vie, que c'est de protéger une image auquel même les pauvres horticulteurs qui ont quand même pas qui sont pris avec cette idée-là fixe. Là. Mais je pense qu'il y a tous des emplois à réinventer sur comment les aménagements devraient être en mouvement, bouger. Puis je pense que les clients devraient être au courant de ça. Ils devraient être au courant que quand on plante des plantes, il y a peut-être 30% qui vont mourir dans la première année, puis que c'est peut-être correct parce que la mort, ça fait partie de la biodiversité. Il y a tout ce genre de pédagogie-là, mais avec dans l'espace client versus institutionnel, c'est différent, je pense. Mais, ouais. Juste un message d'espoir. Oui, c'est vrai, ça change beaucoup. Puis le meilleur exemple, moi, je trouve, c'est de voir qu'il y a des pouvoirs publics comme la communauté métropolitaine de Montréal qui posent des gestes très, très forts en matière de protection de la biodiversité. Il y a 10 ans, on n'aurait jamais vu ça. Quand il y avait un projet de développement qui était bloqué pour, par exemple, la rainette Faux-Grillon, il y a 10 ans, c'était épouvantable les commentaires négatifs qu'on avait. On n'allait pas bloquer du développement pour une grenouille. Maintenant, la donne est en train de changer parce que là, voyez-vous, la communauté métropolitaine de Montréal a adopté un règlement qui protège tous les habitats essentiels de la rainette Faux-Grillon. C'est un règlement intérimaire, donc ça veut dire que c'est temporaire et les villes doivent prendre le relais après pour protéger les milieux, mais quand même, ils envoient un signal très, très clair que ce sont des milieux qui ne doivent pas être développés, malgré la fiscalité qui pousse les villes à faire du développement. Donc, il y a de l'espoir, puis oui, ça change. Puis moi, en 10 ans, j'ai vu un grand changement au niveau de la prise de conscience, puis voilà, du passage à l'action. Ça ne se dit pas, hein? Ça se dit-tu, ça? Passage à l'action. On a la mairesse de l'université en plus, dans un autre acronyme qu'on. C'est la mairesse de la biodiversité dans un document. Oui, c'est une ambassadrice mondiale. Puis, là, je sais pas, on a évoqué que ça allait mal. Je ne sais pas si c'est clair que ça va mal. Là. Pour vous, c'est-tu clair que ça va mal, la biodiversité? Je ne sais pas sinon, si vous avez quelques autres faits saillants. Là. Moi, je pense juste, puis je ne l'ai pas mis dans ma présentation, mais il y a 19 ou 20 indicateurs mondiaux de la biodiversité. Là, puis en fait, en 2020, on a terminé la décennie de la biodiversité qui est passée en dessous de la table, je pense, pour beaucoup de la population générale. Puis le rapport qui a été publié à la fin de ça, hein, c'est qu'on n'a atteint aucun des objectifs. Aucun. Donc, pour moi, c'est comme une faillite. Là, en tout cas, je ne sais pas. Vous voulez pas... je veux revenir aux solutions, là, mais je veux juste comme que ça soit clair.
Là. J'ai pas de statistiques accablantes, là. Je pense qu'on est déjà dans le, le désastre. Mais peut-être juste faire appel à vos souvenirs quand vous alliez, je ne sais pas moi, au lac Saint-Jean ou quand vous faisiez de la route vers le nord du Québec en auto. Il y a à peine 10 ans, peut-être 15 ans, votre pare-brise était plein de bébites. Bien, c'est plus le cas. C'est juste plus le cas. Puis ça, c'est un super bon bio-indicateur, malgré que ce n'est pas nécessairement des ambassadeurs de la biodiversité, les insectes qu'il y avait sur l'autoroute. C'est quand même une problématique qui est assez large pour qu'on remarque un nombre qui est en chute libre. Puis ça c'est aussi bon pour le monarque, là, qui est un super bon insecte mascotte, là, un peu comme le panda l'est pour les mammifères, le beluga aussi. Le monarque, c'est un très, très bon porte-parole pour l'effondrement de la biodiversité. Mais son cas, il est particulier. Puis c'est pour ça que j'aime pas trop tout le temps en parler. Tu sais, c'est un très grand migrateur, il a besoin de sites de reproduction à tel et tel endroit. Son cas est très complexe, alors que quand on fait référence aux insectes qu'il y a dans notre pare-brise, bien là, c'est tout un monde de biodiversité qu'on ne retrouve pas et qu'on va avoir du mal à retrouver aussi parce que la perte d'habitat, elle est très difficile à renverser. Tu sais, on peut les recréer à l'interne, nos saillies, nos petites prairies fleuries, mais ce ne sera jamais comme un milieu humide qui a été remblayé. C'est très difficile de compenser tout ça. Puis ces insectes-là, pour certains, ils sont éteints, d'autres sont en déclin. C'est assez downer, là. Je pense que je peux arrêter là. Dans le fond, je suis d'accord avec le windshield effect. Là. C'est vraiment un truc qui parle beaucoup aux gens parce qu'on a un peu cette expérience-là. Un autre élément que je voulais mentionner, c'est que j'aime beaucoup les histoires que les gens portent, écouter leur discours puis essayer d'extraire un peu leurs souvenirs d'enfance parce qu'on a des inventaires, en fait, là-dedans. Mais ce que je voulais mentionner, c'est qu'aujourd'hui, quand on va dans un lieu et on dit « Ah, c'est beau, c'est la biodiversité, j'ai vu plusieurs espèces d'oiseaux aujourd'hui, etc. » En fait, ce qu'on réalise, c'est on a un moment fort biodiversité dans un milieu forestier. Mais ce qui se passe là, au niveau des grands suivis globaux, puis qu'est-ce qui est en train de se réaliser, là, je parlais des espèces exotiques envahissantes tantôt, là, bien, en ce moment, on a une homogénéisation de nos écosystèmes. C'est-à-dire qu'on a des indicateurs qui nous permettent de dire que la forêt A est encore diversifiée, en fait, parce qu'on retrouve X nombre d'espèces, de variétés de taxons, etc. Puis ma forêt B, elle est aussi diversifiée parce qu'encore une fois, tel nombre d'espèces, puis ça nous satisfait comme information. Mais quand on prend d'autres outils pour les évaluer, la forêt A et la forêt B, il y a un certain temps, elles avaient suffisamment de différences pour nous donner une autre information, je ne vois pas que des termes techniques en bio, pour nous dire que finalement, on avait une diversité aussi entre nos deux milieux. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on va avoir des indicateurs de la A et de la B qui vont nous dire que nos deux lieux sont diversifiés au niveau de la biodiversité, au niveau de la biologie. Mais en fait, on a le même lieu quasiment, c'est des copier-coller. Puis ce qu'on est en train de nommer, c'est qu'on. Vous connaissez Pangée? Ça vous dit quelque chose, Pangée, quand tous les continents étaient collés ensemble, puis c'était comme un seul lieu? Bien, on parle de ça en ce moment, la Pangée de la biodiversité. En ce moment, on est en train d'uniformiser tous nos écosystèmes entre eux. Puis ça, c'est beaucoup plus difficile à ressentir. Et ça, c'est. On voulait comme creuser des affaires. La mondialisation de la nature. Fait que, moi, j'aurais dû m'excuser à l'avance pour les échos anxieux dans la salle parce que c'est vraiment de la torture pour vous, je suis désolée. Mais les insectes, là, ça fait du bien. Les insectes, je pense que chacun d'entre nous, on a observé ça quand on est en voiture, il n'y a plus d'insectes qui se collent. Mais après ça, il faut penser aux oiseaux parce que les insectes, soit, mais ils sont la nourriture de quelque chose, de quelqu'un, et c'est ça, les oiseaux qui mangent les insectes, les oiseaux sont en chute libre aussi. Une espèce qui s'éteint, on ne la reverra jamais. D'où l'urgence d'agir rapidement pour sauver les espèces qui sont là. Il faut quand même savoir que la nature a une force de restauration extraordinaire. Alors, si on laisse la place à la nature, si on lui recrée des espaces, elle va reprendre sa place, elle va se recréer. On le voit partout. Il y a de multiples exemples de ça, de restauration qui ont été bénéfiques et qui sont des succès. Il faut miser là-dessus, mais rapidement, il faut agir pour éviter de perdre des espèces qu'on ne pourra pas remplacer. Oui. Ben, je suis content que tu le dises parce que un peu de mon background de biologie que j'évoquais plus tôt, pour moi, c'est un peu ça, c'est un peu la chaîne trophique. Ce n'est pas juste une espèce qui disparaît dans cette interconnexion-là, c'est que peut-être que l'insecte qui disparaît, c'était le plat préféré d'un prédateur, un oiseau. Donc, cet oiseau-là va probablement être repoussé ou disparaître. Puis, dans le fond, c'est le château de cartes qui tranquillement va s'effondrer. Puis ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle. On suit des indicateurs, puis on met constat. Assez parlé
des catastrophes. Je reviens un peu au sujet du panel, là, la ville. Hein, on vit en ville, la moitié, plus on doit être proche de 60% de l'humanité qui vit en ville. Moi, je dis des fois, si on veut ramener ça à quelques actions qu'il faut poser, je dis, bon, il faut ramener la nature en ville. Je ne sais pas, qu'est-ce que pour vous ça veut dire? Est-ce que c'est une utopie, la biodiversité en ville? Puis, oui. 80%, je pense, du Canada vit en ville. Au monde, dit 50%. Au Canada, c'est quand même très fort. Moi, je vais l'utiliser comme une salle de montre. C'est vraiment ma motivation à être en ville pour parler de biodiversité. C'est qu'il y a beaucoup de gens, donc il y a beaucoup de monde à éduquer, à sensibiliser. Puis il faut servir des opportunités qu'on a au niveau de la biodiversité pour connecter les gens. Donc, aussi petit va être l'espace que tu vas créer, tu vas le végétaliser, tu vas créer un habitat pour des petites espèces. C'est difficile de s'adresser aux grands mammifères à Montréal. Mais un jour, hein, on va peut-être être rendu là. Mais il y a cette plus-value-là qui est une valeur non quantifiable, vraiment, l'information que tu véhicules, l'enfant qui vit une expérience. Moi, c'est ce qui m'intéresse vraiment beaucoup. La personne qui est contre le nouvel aménagement qui se passe devant chez elle parce qu'au début, ça crée des attroupements, parce qu'elle vient de perdre sa case de stationnement, parce que finalement, tout est plus compliqué soudainement pour elle parce qu'elle vient de subir l'arrivée d'une infrastructure naturelle. Puis qu'après 3 ans, 4 ans, 5 ans, à un moment donné, son enfant attrape une libellule dans le boisé, puis il a une expérience extrêmement forte avec ça, puis il est donc bien fier de l'avoir attrapé. Puis là, on vient de saisir quelque chose de vraiment fort. Puis c'est cet élément-là que j'aimerais être capable de cerner, en fait. Qu'est-ce qui fait que la personne va changer son fusil d'épaule, va finalement l'accepter, son infrastructure naturelle, parce qu'elle a vécu quelque chose de fort. L'aspect éducatif, je pense que c'est le plus important dans le contexte urbain. On parle beaucoup d'enfance ce soir, c'est quand même intéressant. Oui, moi j'allais dire, je pense que la première chose, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas tant abordé, peut-être parce que nous, on a les mains dedans, mais puis j'ai pas encore trouvé comme une version française qui me satisfait au niveau, parce que je trouve pas que c'est une belle expression, mais la fameuse expression le diable est dans les détails. Je pense que la biodiversité, c'est beaucoup ça l'enjeu. Puis si on l'applique à ta question, c'est justement les détails, c'est-à-dire que un gros détail qui est très grossier, c'est l'idée de ramener la nature en ville, il faut d'abord arrêter de la détruire ailleurs. Parce que si on remplace des environnements riches qui deviennent de plus en plus homogènes en plus par des environnements pauvres, je veux dire, on est en train de brûler la chandelle par les deux bouts. Ça, c'est comme la première chose qui, de façon globale, faut que politiquement, on se positionne en tant que citoyen et gouvernement. Puis ensuite, c'est ça, c'est la ramener en ville, faire du pouce sur ce qu'Alexandre vient de dire. Puis au niveau des détails, c'est qu'il faut être conscient de ce qu'on est en train de faire. C'est normal, là, en politique, les choses arrivent toujours c'est comme des vagues, là, ça arrive, ça fait 40 ans qu'on en parle, puis là, ça arrive là. Fait que là, à Montréal, la question des corridors écologiques, ça fait 8 ans qu'on parle du corridor d'Arlington, qu'Alexandre travaille fort là-dessus. Présentement, dans le plan stratégique de la Ville de Montréal, dans le plan de transition, quand on parle d'infrastructure verte, on va venir parler de corridors, mais il n'y a pas encore, il y a le projet à Saint-Laurent, il y a certains trucs, mais c'est quelque chose qui est en émergence. L'impression de créer des corridors entre quoi et quoi, ça, on n'en parle jamais. C'est quoi les réserves naturelles qu'on a? Fait que j'aime bien l'expression ecological trap, c'est-à-dire qu'on va créer des lieux où peut-être qu'on va juste finalement clôtre, pas en clôtre, mais enfermer des espèces finalement dans des espaces qui sont peut-être pas faits pour eux. Donc, il y a tout un. Est-ce qu'on devrait parler de corridors ou plutôt de réseau d'habitat écologique? Est-ce qu'on devrait. Donc, je pense que c'est ça. C'est quand on veut ramener la nature en ville, ou en tout cas restaurer les environnements, il y a tout un niveau de c'est quoi les espèces qu'on veut ramener? L'objectif premier, c'est de la pédagogie ou c'est vraiment de l'écologie? Ou c'est peut-être les deux, mais c'est quoi le pourcentage entre les deux? T'sais? Parce que si l'année 1, c'est plus de la pédagogie, c'est pas les mêmes concessions que tu dois faire. Puis il y a tout un détail de projet qui, je pense qu'à travers lequel nous tous ici, on est responsables. Parce que c'est vraiment pas suffisant de dire qu'on va faire un projet pour favoriser la biodiversité. Là, on va tomber dans une craque un peu générique, puis c'est là que ça va être un peu triste. Là. Mais, ouais. Ça me permet de faire le lien avec la santé. En fait, moi, je pense que la meilleure façon d'engager les municipalités à protéger la biodiversité, c'est de leur faire comprendre que ça va avoir un impact positif sur la santé de leur population.
Ça, pour un bon nombre de politiciens, ça risque d'être un game changer parce que si tu leur dis, vous investissez dans la biodiversité, vous investissez dans la santé de vos populations, c'est démontré que le contact avec la nature, ça baisse l'anxiété, ça a des vertus très positives pour au niveau des maladies cardiovasculaires. C'est documenté, la science documente ça. Les Japonais, ça fait longtemps qu'ils l'ont compris. Ils ont des prescriptions nature. Donc, ils prescrivent des sorties en nature. Le Québec, on a commencé à poser des gestes en ce sens-là, mais on ne va pas assez loin. Donc, si on réussit à créer ce momentum-là, puis leur faire comprendre qu'il y a un impact positif sur la population, moi, je pense que ça peut être un pivot dans les décisions pour réintégrer de la biodiversité dans les villes. Je peux. Absolument. Par rapport à vous, peut-être, à votre discipline, votre pratique, un élément intéressant, parce que, tu sais, on vend des projets de corridors écologiques, dans mon cas, c'est que je sors toujours des terrains de tout le monde. Quand j'arrive avec un projet comme celui-là, ben, c'est beau, tu es un excellent joueur, toi, sur ton cadastre, puis après ça, ton voisin, il ne le fait pas. C'est quand même difficile. Fait qu'il y a comme un travail à faire d'intégrer toute une communauté d'acteurs, des institutions et tout ça. Fait que c'est pas évident. Ce que j'ai aimé, en fait, dans une conférence que j'ai écoutée cette année, j'ai entendu cette année, c'était l'attractivité. Donc, en ce moment, on est en pénurie de personnel à peu près partout. Puis, on se sort de plus en plus, en fait, du fait qu'on égaye, qu'on rend les lieux plus agréables pour le personnel. Donc, en rendant le lieu plus accueillant, ben une personne, c'est une conférence que j'avais écoutée sur le système de santé, qui entre Sius se vole le staff. Puis, dans le fond, plus tu rends ton lieu attrayant, plus ton employeur a envie de venir pour prendre son heure de dîner à l'extérieur, dans un lieu agréable. Puis ça devient peut-être un outil qu'on a pour convaincre, en fait, quand vous aurez des clients, hein, peut-être, puis leur vendre un peu cette idée-là d'accorder un petit peu plus de place, finalement, à la biodiversité, parce que les gens le recherchent, puis ont envie d'avoir ce sentiment, cette connexion-là avec la nature, puis avec des arguments psychologiques, de développement, de relaxation, etc. Moi, je pense que l'aspect attractivité, c'est un élément à vous laisserez. Vous laisserez de le pitcher avec un client, voir si ça marche. Vous me maudirez si ça ne marche pas. Je vais vous interpeller dans la salle, mais je vais me permettre d'interpeller les gens en ligne. Hein. Les gens en ligne, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le module de clavardage pour nous écrire vos questions. Vous ne pouvez pas ouvrir votre micro, mais vous pouvez nous écrire vos questions. Ma collègue pourra les relayer ou les lire. Dans la salle, oui, je vais répéter votre question. Oui. OK.
Qui veut attraper et essayer de répéter en quelques mots? J'aimerais d'abord répondre Merci. au nerf brun, là, parce que ça, c'est une espèce qui n'était pas ici, là. Fait que c'est sûr que ce n'est pas une espèce qui est positive pour notre biodiversité locale. Quand on coupe le nerf brun, on ne fait pas laisser juste un espace vide, de toute façon, parce qu'il va revenir. Donc, il y a un effort de replanter après ça. Puis, on va choisir des espèces qui vont supporter la biodiversité locale. Souvent, la faune qui va aimer particulièrement les espèces exotiques, c'est des espèces qui sont opportunistes, des espèces qui sont aussi récentes dans notre histoire naturelle. Donc, on va souvent permettre de surreprésenter certaines espèces en contexte urbain, par exemple, par ces espèces-là. Le contrôle du nerf brun, pour moi, c'est une des clés, parce que si on laisse les choses aller, on perd le contrôle, puis on ne l'aura plus. Je ne pense pas qu'on s'attaque aux oiseaux, au contraire. On est en train de les aider en fait, à maintenir les populations qui étaient présentes déjà par le passé. Ensuite, par rapport à, il y a comme plusieurs éléments, là. Est-ce que je réponds sur le frein, la grille du frein en premier, puis ce qu'on a à apprendre par rapport à ça? Parce que je les ai, là. Ouais. Ouais, je ne suis pas un fan de cette approche non plus d'hybridation des espèces naturelles. Non, je pense que ça n'était pas clair dans la présentation. Moi, je suis un expert de la biodiversité urbaine, puis je travaille sur les espèces indigènes d'ici. Je n'importe pas d'espèces d'ailleurs parce que je ne crois pas à leur fonction dans l'écosystème local. Oui, bien sûr. Il faut regarder ça. Mais par exemple, j'aimerais revenir sur la grille du frein. Parce qu'à la grille du frein, on a eu Puis une après ça, opportunité oui. d'avoir un gros apprentissage parce qu'on avait planté 15 de notre ville sur une seule espèce. Puis là, maintenant, autant avant qu'on plante des arbres, on pouvait avoir des commentaires un peu négatifs, obstruer une vue ou n'importe quoi. Puis ça pouvait... Mais là, aujourd'hui, quand je me retrouve à planter des arbres avec des bénévoles, les gens viennent nous voir puis on nous dit vraiment, vous ne nous plantez pas toutes la même espèce. Là. Puis là, on voit que les gens ils ont fait un cheminement, ils ont vu l'impact que ça a, la monoculture. Donc, la grille du frein, c'est une opportunité d'éducation il faut le tourner positivement. C'était une belle chance qu'on a eue et on l'a bien utilisée, je pense. J'allais juste ajouter vraiment rapidement, parce qu'on parlait beaucoup d'espèces dans la discussion, puis je pense que c'est aussi, on est encore dans un des grands détails qu'il faut, je pense, détailler en tant qu'aménagiste, c'est-à-dire justement, plante indigène, c'est quoi? Puis juste cette définition-là est flexible selon le scientifique, selon le praticien, selon le moment temporel, finalement, de l'introduction de l'espèce pré-post-industrielle, donc versus les plantes industrialisées. On va rentrer dans tous ces détails-là, mais je pense que c'est quand même intéressant ce qu'Alexandre vient de dire, c'est que effectivement, je pense qu'en tant que praticien ou bureau, c'est le genre de truc que vous devriez avoir finalement des guidelines. C'est quoi une plante indigène pour le mai, puis comment ça peut venir outiller finalement vos professionnels. Même la Ville de Montréal devrait avoir ce genre d'informations-là. Mais bref, fait que la question de l'espèce est assez centrale dans tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, mais elle est peu souvent vulgarisée par les praticiens et les institutions, là, malheureusement. Moi, j'ai d'autres questions. Oh, OK, plusieurs mains. J'ai comme vu des mains apparaître, là, mais Mylène, puis essayez de garder vos questions courtes. Là. Il y a peut-être des experts dans la salle, mais on essaie de garder ça compact, s'il vous plaît. OK. Question sur la cohabitation en ville. Ouais.
Mais tu sais, oui à tout ça, puis je pense que ton chum est vraiment. Ben, j'espère qu'il dort quand même, là, mais je pense que inversement, c'est drôle aussi qu'on s'habitue à un monde aseptisé. Tu sais, on va en camping, on prend une douche de deep, il ne faut pas qu'on sorte de là qu'une une piqûre. Puis là, dès qu'il y a des mammifères qui introduisent avec, je veux dire, des trucs qui sont, c'est sûr, agaçants, là. Puis là, tu viens de planter ton jardin, puis finalement, ben, tu n'en auras pas des aubergines là, comme Ariane cette année. Ben, je pense qu'il y a clairement des compromis à avoir, mais mon réflexe, c'est que je pense qu'on part de très loin par rapport à un monde qui est urbanisé, aseptisé, où on est seul. Puis que les espèces qu'on aime, c'est des espèces qui sont assez neutres, là, finalement. Là. À plein de non-humains, c'est incroyable. Oui. Donc, en ligne, ici, on a une statistique de 1 poire en 16 ans. Autre question? Une question sur l'homogénéisation du paysage. Est-ce que tu veux dire, c'est que dans le fond, ce qu'on présente aujourd'hui peut mener à des règles qui viennent finalement forcer les professionnels ou forcer la ville à imposer le même type d'aménagement? C'est ça que. Oui. Ouais. Donc, comment faire devant ce défi? Je ne sais pas si j'ai quasiment le goût de twister ta question. Moi, je ramène ça des fois plus largement là, en développement durable ou en bâtiment durable, ça. Volontaire ou réglementaire. C'est un peu ça que j'entends. Là, comment aller de l'avant? C'est quoi la part de un et de l'autre? Vraiment vite, là, parce que j'ai le micro, puis je vais passer, parce que je suis sûr que les autres ont des trucs à dire. Mais je pense que c'est ni l'un ni l'autre, finalement. Pour mettons, si je prends 2 secondes juste pour parler de l'aspect réglementaire ou forcé, mais je pense que c'est nécessaire dans nos sociétés où dans certains aspects présentement, soit le marché ou la culture n'arrive pas à régler des problèmes qui, quand on s'assoit tous pour les identifier, on est à peu près tous d'accord que ça ne peut pas continuer comme ça. La question de justement, bon, il y a plein là, de discussions sur les barèmes, par exemple, au niveau du genre dans les entreprises ou dans les conseils d'administration, c'est un bon exemple. Donc, je pense qu'on se rend compte qu'il y a un système de production, il y a un système d'achat horticole, il y a un système de promotion d'un type d'horticulture qui doit être questionné et qui pourrait être assurément réglementé. Fait que je voulais juste mentionner ça parce que je pense qu'il y a cette portion-là. Puis après ça, je pense qu'on ne force pas grand monde. C'est pour ça qu'on nous, on a beaucoup parlé d'éducation ce soir, puis je vais laisser la parole aux autres. Mais moi, ce que je vois, c'est que jamais, je pense que les gens, il y a un moment où on les force totalement. Au contraire, c'est comme des gens dans deux, puis c'est juste de leur donner les outils. C'est plus outillé que forcé, à mon avis. Puis oui, je pense que ça prend les deux. Ça prend des projets qui sont plus guérilla puis qui sont spontanés et d'autres, pour certaines personnes,
qui sont forcés, surtout les institutions et la ville. Je pense que le privé, peut-être des fois, il y a une. En tout cas, je vous laisse là-dessus. C'est pas facile de répondre à ça. Mais je vais donner un exemple de ma réalité où est-ce que je travaille dans le site patrimonial du Mont-Royal. Une approche qu'on appelle en bio de cloche de verre. C'est du deep ecology. On veut maintenir la forêt que Jacques Cartier a vue. Mais on est en train de subir des changements climatiques. Puis on est passé de zone bioclimatique 5B probablement à 6B. Donc, le climat change. Puis là, on est en train d'avoir un autre écosystème qui devrait arriver, des espèces du Nord, comme je présentais tantôt. La logique des corridors de connectivité, il y a une certaine passivité aussi, un contrôle sur les espèces envahissantes. On n'a pas une dominance d'une seule espèce. Mais il y a aussi un côté, juste je laisse aller, puis je crée la chance à une espèce de faire son chemin et de venir jusqu'ici. Sauf si on arrive sur le Mont-Royal. Parce que moi, je suis un des administrateurs là, aux Amis de la Montagne. Puis, dans le fond, on a cette réalité-là où est-ce qu'on doit replanter uniquement ce qui a fait partie des listes qui sont proposées par la Ville de Montréal. Puis ça, c'est un peu difficile. Moi, comme biologiste, je l'exécute parce que c'est un peu une obligation. Mais de l'autre côté, je ne suis pas 100% convaincu non plus parce que je pense qu'on devrait essayer une couple d'espèces qui viennent du Sud puis leur donner une chance. Moi, c'est mon approche avec ma lecture. Après ça, quand on crée des espaces, des projets avec mes corridors de connectivité, c'est à l'extérieur du site patrimonial. Là, j'ai de la liberté. Puis, de toute façon, la première étape que je fais quand je veux mobiliser la communauté, c'est des jardins. Puis, je ne vais pas dire aux gens du tout quoi mettre dans leur jardin. Fait qu'on leur dégage, on leur crée des espaces de production, on leur donne des ateliers, puis ils choisissent qu'est-ce qu'ils mettent. Après ça, c'est super intéressant, en fait, parce que dans Côte-des-Neiges, 108 communautés culturelles différentes, il y a des enfants que je n'ai jamais vus de ma vie, en fait. Là, des plantes qui viennent du Vietnam, puis d'ailleurs, puis les gens ils les recherchent, ils ne trouvent pas à l'épicerie, ils les font pousser. Wow, moi, comme j'expliquais tantôt, ça, cet élément-là, je le trouve fantastique, en fait. Puis je ne pense pas qu'il est un problème pour le moment pour mon écosystème, pour l'écosystème montréalais, mais il faut quand même que j'aille un œil dessus. Je vais quand même regarder pour être sûr qu'il ne fait pas 12 périodes de fructification par été avec 250 graines chaque fois, puis qu'il ne soit pas en train de coloniser un nouveau parc. C'est garder quand même un œil dessus. Je ne sais pas, il y a comme un entre-deux, peut-être avec la réponse. Mais moi, je suis un peu de ceux qui pensent qu'il faudrait se permettre plus de latitude avec le Mont-Royal, par exemple, par rapport à ce que tu disais. Bien, anecdotique aussi, là, mais fais attention avec les plantes de Tniamienne. Moi, j'ai planté du chiso parce que c'est super bon dans les rouleaux de printemps et je suis envahie. Moi, pour répondre à ta question, je vais me positionner à l'autre extrême complètement. Je te dirais qu'on ne force pas assez les gens à soutenir la biodiversité. J'ai vraiment pas peur d'avoir cette opinion-là parce qu'au contraire, on force un écocide, on force le maintien de la pelouse en dessous de 12 cm. Pour moi, c'est une aberration. C'est certainement moins présent à Montréal, mais toute la couronne métropolitaine est victime de ces règlements-là, puis il est appliqué assez rigoureusement, là. Tu peux facilement avoir un ticket à ta boîte aux lettres si ton gazon il est trop long, si tu as des mauvaises herbes, si tu as des pissenlits. Puis moi, j'ai l'impression qu'on devrait se positionner à l'inverse de ça. Au contraire, ton gazon il est trop court, t'as ton ticket. Controversé, je sais. Juste donner la chance. Est-ce qu'il y a des questions en ligne ou Juste pour ajouter vraiment rapidement, parce que tu m'as fait penser, moi, je fais souvent le parallèle entre ce qu'on discute aujourd'hui et le patrimoine. Le patrimoine, c'est quelque chose qu'on a institutionnalisé finalement, puis qui a percolé dans nos réglementations de façon tout à fait louable et des fois super lourde. Mais on a des CCU qui sont des gens qui sont parfois des architectes, parfois des urbanistes, peu importe, des citoyens, des élus, qu'on vient former en leur disant « Hey, le patrimoine qu'on a chez nous, c'est ça, il y a des guides d'apprentissage. » Ça pourrait être la même chose pour des questions de biodiversité ou d'environnement. Ça pourrait dire, OK, tu ne veux pas respecter l'usage qui est sur ton terrain, mais le projet que tu dois proposer, il y a des barèmes à respecter, puis on pourrait former des élus, former des gens pour le faire. Donc, on l'a fait dans déjà plein de domaines qu'on jugeait pertinents à une époque. On peut le faire pour la biodiversité. Une dernière question, oui. Okay. Une question sur les outils, l'aspect éducatif. Programme éducatif, là, je fais des liens avec le corridor d'Arlington. On a des écoles primaires qui se trouvent sur le tracé, donc on a on a 4 ateliers en classe. Puis là, dans le fond, on outille la professeure, on outille les jeunes pour qu'ils puissent produire eux-mêmes leur semence, être prêts pour avoir des fleurs à la fête des mères.
des choses comme celle-là. Là. Puis là, on se donne des objectifs, puis on les atteint, puis là, les enfants peuvent donner les fleurs à fête des mères, mais on a aussi fait déplacer des jardinières devant l'école. Puis évidemment, j'en profite pour placer le projet du corridor écologique, puis à leur façon, ils peuvent y contribuer avec des 1 mètre carré de production de fleurs, des choses comme celle-là. Fait que ça, c'est le genre de programme. C'est pas tant un outil, c'est des programmes éducatifs, mais moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut vraiment travailler les jeunes. Fait que c'est ce que j'utilise. Pour répondre à ta question, je te dirais que ça passe beaucoup, beaucoup par des OBNL. Il y a aussi l'Espace pour la vie, qui a une trousse pédagogique à toutes les sources pour les différents niveaux scolaires. Ce que je déplore un petit peu, c'est le programme de l'éducation. Donc, le ministère a retiré même des sciences naturelles là, dans les dernières années. Fait que les refontes éducatives n'ont pas favorisé l'éducation à l'environnement, malheureusement. Puis c'est souvent des activités très spéciales qui vont prendre un budget XY, puis c'est décevant, mais souvent les enseignants ou les services de garde vont préférer aller à la ronde ou faire des activités qui sont plus festives, on va dire, que de visiter un parc nature. Idéalement, ça devrait faire plus partie du programme d'éducation de base, je te dirais. Sinon, pour les communautés immigrantes, j'ai monté un programme qui n'a pas été renouvelé, donc c'est super dommage, mais ça passe par des subventions ministérielles aussi. C'est super important pour qui vous votez d'ailleurs. Et on avait fait un programme qui s'appelait Passeport Sciences. Donc, on recevait des classes immigrantes, adultes et enfants de tous les âges et on faisait des sorties dans les parcs nature pour apprivoiser principalement l'hiver. Et c'était parmi mes plus belles expériences en éducation préventive à l'environnement. Beaucoup d'ouverture, beaucoup d'émerveillement aussi, là, même avec les adultes. Puis, ça reste que ça devrait être un petit peu plus élargi comme service, puis beaucoup plus accessible aussi. Oui. Ouais, en rafale, puis on ne veut pas vous retenir trop. Il y a déjà 5 minutes passées 7 heures. Une ou deux dernières questions. Puis ceux qui ont le plaisir d'être dans la salle ici, on peut rester ici un peu. On ne veut pas veiller trop tard, mais vous pouvez venir poser quelques questions à nos panélistes. Puis, exact, Émile a tout compris. Mais oui, je vous laisse rebondir. Je voulais juste terminer dans les outils. Moi, je vois la valorisation aussi parce que quand on valorise certaines initiatives, ça fait école. Il y a des règlements. Avant, on n'avait pas le droit de faire un potager en façade. Maintenant, on fait des prix pour le meilleur, le plus beau potager en façade. Fait que ça permet de créer une espèce de mouvement. Moi, je pense que ça marche aussi. Juste ajouter, parce que ça montre à quel point ce qu'on parle aujourd'hui est pertinent, mais je ne sais pas si vous le saviez, mais la Ville de Montréal a un conseil jeunesse qui se trouve être des jeunes début vingtaine pour la majeure partie, qui ont un budget pour faire des recherches puis des propositions au conseil exécutif. Puis ce qu'ils sont en train de travailler, c'est sur l'état de la vie, un avis sur la biodiversité à Montréal et donc aussi sur des trucs comme ça, sur c'est quoi les outils pour engager les jeunes, leur donner une façon de faire des actions climatiques. Ouais. Oui, puis moi je dis quand même, il y a toutes sortes de. Puis la mention d'espace pour la vie, moi, c'est un des derniers bâtiments que j'ai recommandé d'aller visiter, qui n'est pas un projet de Lemay, mais tout de même. Puis j'allais voir un peu pour le côté technique, le nouvel insectarium de la Ville de Montréal, amener les enfants là. Moi, j'ai rajeuni de 30 ans quand j'ai mis le pied dans le bâtiment. Ça nous amène ailleurs, juste la serre de papillon, même si ce n'est pas. On s'entend, c'est un peu artificiel, mais c'est de l'aspect immersif. Puis le contact avec la nature, c'est difficile de rester froid. Là. Franchement, ma petite touche personnelle. Question, Patricia, derrière. Commentaire.
Oui, merci. Un commentaire de Patricia, une de nos associées en architecture du paysage, sur le combat quotidien auquel nous faisons face pour intégrer, avancer. Ça me fait penser, je voulais le mentionner, dans le fond, tu sais, où il y a eu, j'ai vu en ligne hier, il y a l'OAQ, donc des architectes, qui a fait un sondage de ses membres, des architectes, des techniciens en architecture qui ont répondu, puis sur est-ce que c'est la responsabilité de l'architecte d'intégrer la durabilité puis des principes écologiques dans leur conception. Il y a 92% des répondants qui ont dit oui, c'est comme c'est la responsabilité. C'est positif. C'était ça mon commentaire. Ce qui est inquiétant, c'est les 8% qui restent. Non, mais fait, oui, je pense que c'est absolument c'est un combat de tous les jours. Puis on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de gris là-dedans, tu sais, comment qu'on le mesure. Donc, c'est un peu ce qu'on essaie de faire avec le net positif. Puis pour faire un lien, moi, une des choses que je retiens aussi, c'est que je pense que je vais essayer de m'approprier ce terme-là. Je passe du net positif ou peut-être au nature positif. Fait qu'il faut essayer de... C'est ça, on contrôle les impacts environnementaux, mais on essaie d'amener un bénéfice dans nos interventions. Vincent, rapidement, peut-être. Oh, il y a des questions qui brûlent. Oui, OK. 2 dernières en ligne. Vous restez si vous voulez. Sinon, on vous souhaite une bonne soirée. Le feu est pogné ici, donc on va prendre 2 dernières questions. Oui. Moi, je dirais que c'est important de les protéger parce qu'on a besoin d'une variété d'écosystèmes. Qu'est-ce qu'il faut protéger? Répétez la question. Si les gens en ligne n'entendent pas, mais donc, est-ce qu'on doit protéger les friches urbaines? Puis, je suis assez d'accord, puis je pense que ça rejoint les trucs qu'on a dit. Ça ne veut pas dire qu'il y a 0 entretien qui peut être fait. Il y a toute une nuance, il y a un degré d'entretien. Il y a peut-être la réinsertion d'espèces aussi qui pourrait être pertinente pour cet environnement-là. Il y a peut-être des espèces qui sont envahissantes qui devraient peut-être être retirées. Mais je pense que dans des actions de restauration écologique urbaine, dans des milieux transformés, c'est peut-être la première étape, des fois, de juste laisser pousser, de juste arroser, voir ce qui pousse, puis de commencer à faire des choix qui sont minutieux puis informés, plutôt que juste dire « Ah, ça c'est bon ou c'est pas bon ». Puis après ça, réintroduire tranquillement, plutôt que tout scraper, sortir du sol, le faire décontaminer ailleurs, puis encore une fois, être dans un cycle qui est un peu vicieux là, de projet. Quel beau lieu pour réaliser un bio-blitz avec la communauté. Un diagnostic avant d'intervenir. Un peu comme Isabelle, je dirais, on conserve parce qu'il y a très peu de friches à Montréal. On a beaucoup des arbres sur pelouse. C'est ça notre typologie d'espace vert préférée. Puis ça manque énormément. C'est très riche pour les oiseaux et pour les insectes. Et j'ajouterais aussi, peut-être, si ça vous intéresse, là, il y a un super article qui a été écrit sur l'appropriation citoyenne de l'éco-territoire de la falaise Saint-Jacques dans B-Side. Et c'est un super bel exemple d'un lieu qui a été un peu délaissé avec le temps. Il y avait une portion qui était forestière, une portion qui était plutôt friche industrielle ou en tout cas post-industrielle. Puis c'est devenu vraiment un super hotspot de la biodiversité. C'est un article vraiment intéressant et très à propos pour la conférence de ce soir. Voilà, une réponse. Vincent? On va s'organiser avec ça. Ouais. Est-ce que c'est un boomer? Politique ou... La technique sandwich. Non. Non, mais ça arrive tout le temps quand tu fais de la vulgarisation scientifique, tu es tout le temps confronté, en fait. Toujours des gens qui te lancent des points, tout ça, faut que tu saches.
accueillir en fait le commentaire de la personne. La personne veut te parler quand même d'un sujet qui est important, puis tu veux avoir cette discussion-là. Fait que tu commences souvent par accompagner la personne dans sa position. Moi, c'est vraiment une stratégie en fait. Fait que je ne vais pas donner de l'argument à dire, mais c'est vraiment d'accueillir pour dire, bon, on est d'accord ensemble pour dire qu'il y a un enjeu au niveau des infrastructures aussi. C'est vrai qu'il y a des enjeux aussi qu'on ne draine pas assez bien. Mais est-ce qu'on devait vraiment drainer toute la ville de cette façon-là? Est-ce que Montréal n'était pas une immense swamp de toute façon à l'origine, au début? Est-ce que c'était pas déjà capable de s'autoréguler, tout ça? Puis là, tranquillement, tu t'en vas vers tes arguments que tu veux placer sur les enjeux climatiques, où on augmente 32 des précipitations en hiver, 7 en été. Donc, ça va être de plus en plus important, ces précipitations-là, comme on a eu hier. Puis, tu as réussi à tout passer ton information qui est peut-être un petit peu à contresens avec la personne avec qui tu discutes. Mais il ne faut jamais que tu termines là-dessus. Sandwich, c'est vraiment l'idée de revenir sur la position de départ, mais c'est super intéressant que tu aies une opinion sur la question des eaux pluviales parce que ça me préoccupe moi aussi. Puis j'ai lu là-dessus, puis là, tu termines avec quelque chose de positif. La personne repart avec un sentiment positif, mais tu as réussi à passer une nouvelle information. C'est une stratégie qu'on n'a pas le choix d'avoir parce qu'on se fait souvent lancer des points comme ça. Ouais. Il y a aussi la fameuse théorie du faux choix. C'est dans des débats comme ça, on va souvent opposer. Puis en plus, c'est très temporel, c'est-à-dire qu'hier, il pleuvait, puis en plus, le matin, les maires se sont mis ensemble pour demander justement de l'investissement pour renouveler les infrastructures. Fait que lui, il a entendu ça, moins d'autres solutions. Mais je pense aussi que c'est ça, dans des débats comme ça, il faut faire attention aux faux choix. C'est-à-dire que tout ce qu'on a parlé à soir, par exemple, supporter la biodiversité, on pourrait l'opposer des fois à des actions climatiques qui sont peut-être vraiment autour de capter l'émission de carbone, par exemple. Mais pourquoi c'est un faux choix, c'est que c'est pas vrai que c'est une tarte, que c'est un ou l'autre. C'est pas vrai que c'est soit on renouvelle nos infrastructures, mais on trouve pas non plus des nouvelles façons d'habiter, des nouvelles façons d'aménager nos rues, des nouvelles façons de capter l'eau qui sont peut-être plus proches des éléments naturels. Fait que, mais bon, là, je suis comme dans le milieu à sandwich, là, je suis comme Alexandre, il faudrait revenir avec quelque chose de dire, mais c'est quand même, ton souper était bon, genre. Et un peu de psychologie. Mais ouais, ou se convaincre qu'on est un peu dans la même équipe, dans le fond. Là. Si on veut trouver des solutions, puis dans le fond, c'est rarement l'option, la meilleure option. Ben, l'option de rénover les infrastructures, c'est pas l'option la moins chère non plus. Là, on va s'entendre. Fait que tu allais dire. Non, on est dans la même équipe, on est dans le même bateau aussi, de toute façon. Fait que le climat ou toutes les conséquences qu'on va avoir sur la perte de biodiversité, on va tous vivre ça ensemble, de toute manière. On a un intérêt commun à trouver une solution ensemble. Bon, j'espère que vous avez apprécié. Merci à nos participants en ligne qu'on ne voit pas ici, mais je sais que vous êtes quelques dizaines. Donc, merci d'avoir été là. Merci dans la salle d'être venu nous voir, d'avoir participé. J'ose croire que ça vous a intéressé. Je pense que en tout cas, ça me convainc qu'on doit répéter l'expérience. Je remercie chaudement nos panélistes. Là, une bonne main d'applaudissements. Je pense qu'on va continuer à parler de biodiversité. Fait que vous pouvez, j'espère que vous partez avec quelque chose. Hein. C'est aussi qu'est-ce qu'on essaie de faire avec ces événements-là. On essaie de repartir. Moi, je dis, c'est un peu, on a parlé un peu d'éducation, de la jeunesse, mais je pense que c'est un peu ça. Puis c'est en échangeant des idées. Moi, je dis que, c'est pas comme les biens matériels. On a chacun un bien matériel, on échange ce bien, on a chacun un bien. Si on a chacun une idée puis qu'on échange nos idées, on repart chacun avec 2 idées. C'est ça qu'on fait aujourd'hui. Donc, j'espère que vous repartez avec quelque chose. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.